Ma fille Lina, 15 ans, a disparu. Samedi matin, je veux retrouver ma fille, je veux qu'elle soit près de moi. C'est une torture de plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. Vendredi, elle a travaillé avec moi jusqu'à 19h. C'est la dernière fois que je l'ai vue. C'est très dur, je dors quasiment pas la nuit, c'est horrible. C'est horrible. Le matin du 23 septembre 2023, Lina Delsart, âgée de 15 ans, quitte son domicile pour se rendre à la gare, où elle doit prendre un train à destination de Strasbourg. Elle y a rendez-vous avec son compagnon Tao. Comme à son habitude, elle emprunte une petite route de campagne. Durant les premières minutes du trajet, les deux adolescents échangent des messages. Mais soudain, la conversation s'interrompt et Lina disparaît sans laisser de traces. Depuis ce jour, les forces de l'ordre n'ont relevé aucun élément suspect sur cet itinéraire. La longue enquête qui a suivi a mobilisé l'attention de tout le pays. Comme vous l'avez sans doute déjà deviné, cette affaire mystérieuse s'est déroulée en France, plus précisément dans l'est de ce pays, indéniablement magnifique. C'est là, dans l'une des petites communes accueillantes nommées Plain, qu'est née Lina Delsart. Pour mieux comprendre le contexte, il convient de préciser que cet endroit s'apparentait davantage à un village, peuplé de moins d'1 millier d'habitants. Peu de temps avant sa disparition, Lina venait de célébrer son 15e anniversaire. Malgré son jeune âge, elle avait déjà traversé de nombreuses épreuves au cours des dernières années. Et la plupart de ces difficultés ne relevaient en rien des simples tourments de l'adolescence. Pourtant, elle était parvenue à les surmonter. Elle le devait en partie à son compagnon de 19 ans, Tao. D'après ce que je sais, ils se connaissaient depuis plusieurs années. Au début, leur relation était plutôt floue. Ce n'est qu'au mois d'août 2023 qu'ils ont commencé à se considérer comme un couple. Mais c'est à partir du jour de sa disparition que nous allons désormais évoquer tout ce qui concerne Lina. Peu de temps avant de quitter la maison, la jeune fille avait envoyé plusieurs messages vocaux à l'une de ses amies proches, confirmant ainsi qu'elle se rendait bien à Strasbourg. Lina avait, bien évidemment, accepté avec joie l'invitation de Tao, car elle savait comment s'y rendre et se réjouissait à l'idée de le retrouver. Il lui suffisait en effet de marcher jusqu'à la gare, située à environ 3 km de chez elle, puis de prendre un train depuis la commune voisine de Saint-Blaise-la-Roche. Habituée depuis peu à ce trajet, Lina savait que la première partie du parcours lui prendrait environ 45 minutes. Ce chemin qu'elle connaissait déjà s'effectue à pied sur une route secondaire où, en principe, rien d'inhabituel ne devait survenir. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Quelques heures plus tard, tous les médias nationaux faisaient état de la disparition de Lina. En revenant sur les faits, je constate qu'elle a quitté la maison vers 11h. Sa mère, Fanny, lui avait expliqué qu'elle ne pouvait pas l'accompagner jusqu'à la gare. Elles se sont finalement prises dans les bras, puis la jeune fille s'est préparée et a quitté le domicile. 20 minutes plus tard, Tao, le compagnon de Lina, a commencé à s'inquiéter. C'est à ce moment-là, en effet, qu'elle a cessé de répondre à ses messages. Pourtant, durant les 20 premières minutes, les deux jeunes communiquaient activement, et Lina avait même envoyé à Tao une courte vidéo. Bien que Tao connaisse parfaitement ce tronçon de route et qu'il soit convaincu que la jeune fille ne courait aucun danger apparent, il a tout de même alerté sa mère, puis s'est rendu à la gare. Peu après, Fanny a, elle aussi, tenté de joindre sa fille, mais elle a immédiatement reçu un message indiquant que le téléphone avait été éteint. Peut-être, en tant que mère, a-t-elle aussitôt ressenti qu'il était arrivé quelque chose de grave à Lina. Fanny a alors décidé de quitter la maison et de reprendre, en voiture, la route qu'avait empruntée sa fille. Après avoir parcouru la majeure partie du chemin, Fanny n'avait toujours pas retrouvé sa fille. Au détour d'un virage, à proximité d'un petit étang, elle aperçut plusieurs pêcheurs, vraisemblablement installés là depuis le matin. Elle gara sa voiture à quelques mètres de l'endroit, s'approcha des pêcheurs et leur demanda s'ils avaient vu une jeune fille marcher le long de la route. Mais aucun d'entre eux n'avait aperçu Lina. À partir de cet instant, les événements commencèrent à prendre une tournure légèrement différente. Je pense que Fanny a immédiatement perçu la gravité de la situation, et c'est pourquoi elle s'est adressée sans attendre à la police. Un petit groupe d'agents fut alors dépêché à son domicile afin de comprendre ce qui avait pu arriver à la jeune fille. À peu près au même moment, le train que Lina était censée prendre arriva en gare de Strasbourg. Et dès que Tao constata qu'elle n'était pas à bord, il appela aussitôt Fanny pour l'en informer. Consciente de la gravité de la situation, la police se mit immédiatement au travail et la première chose qu'elle décida de faire fut de contacter les habitants de la plaine.
Même si les faits se déroulaient un samedi matin, moment où de nombreux habitants dormaient encore ou vaquaient à leurs occupations, il y avait de fortes chances pour que certains aient vu quelque chose. C'est précisément ce qui se produisit. Plusieurs témoins affirmèrent avoir aperçu Lina entre 11h et 11h15. L'un d'eux se prénomme Jean-Marc. Selon ses dires, il rentrait chez lui à ce moment-là afin d'aller chercher des outils. D'une manière générale, le témoignage de cet homme peut être considéré comme raisonnablement fiable, sa maison étant équipée de plusieurs caméras de surveillance qui ont enregistré l'heure exacte de son retour. Par ailleurs, les déclarations de Jean-Marc sont également cohérentes avec les données fournies par l'opérateur téléphonique de Lina, lequel a confirmé que son téléphone portable était resté allumé jusqu'à 11h22. En réalité, cela pouvait signifier que Lina elle-même, ou bien une autre personne, avait éteint son téléphone afin de le déconnecter du réseau mobile, rendant ainsi toute tentative de localisation ultérieure impossible. Dans ce contexte, les autorités ont envisagé plusieurs hypothèses quant aux circonstances de sa disparition. Selon l'une d'elles, Lina aurait pu agir de son plein gré, dans l'intention de fuir le domicile familial et de rompre tout contact avec sa mère. Une autre théorie avançait qu'elle aurait pu être victime d'un accident de la route. En d'autres termes, un conducteur l'aurait percutée accidentellement, puis aurait emporté son corps afin de dissimuler les faits et tenter d'échapper à toute responsabilité. Cependant, une troisième piste, celle d'un enlèvement, a rapidement été jugée plus crédible. Et pour cause, aucune trace, aucun indice matériel n'a été relevé sur le tronçon de route emprunté par la jeune fille. Pas le moindre débris, ni la moindre trace de freinage. Dans le cadre de cette hypothèse, les enquêteurs ont interrogé le père de Lina, Olivier Delsarte, qui ne vivait plus avec sa fille et son ex-compagne depuis 2011. Il convient de souligner que dans un premier temps, cet homme a lui aussi envisagé l'éventualité d'une fugue. Mais il s'est rapidement ravisé, déclarant qu'il ne croyait pas que sa fille ait pu quitter la maison de son propre chef. Quoi qu'il en soit, même si cette hypothèse avait été fondée, les autorités ne disposaient d'aucune piste concrète leur permettant d'orienter les recherches vers une enquête plus approfondie. Et rien ne permet de penser que Lina ait pu quitter volontairement le domicile familial. Peu de temps avant sa disparition, elle avait passé ses premiers examens importants et venait d'intégrer l'université. Par ailleurs, depuis 6 semaines, Lina effectuait un stage dans un magasin situé à Saint-Blaise-la-Roche. Sa mère a déclaré que ce stage s'était très bien déroulé, ajoutant que sa fille était une jeune fille exceptionnellement ouverte d'esprit, pleine de projets et de rêves de voyage. Leur relation était harmonieuse, et c'est précisément cet élément essentiel qui a conduit sa mère à écarter l'hypothèse d'une fugue. Bien sûr, Lina était une adolescente comme les autres, avec parfois des accès de colère ou des disputes passagères avec sa mère. Mais au moment de sa disparition, leur relation était stable. D'ailleurs, Fanny n'avait rien contre le compagnon de sa fille et n'émettait aucune objection à ce qu'il passe la nuit chez elle. De manière générale, toutes les personnes interrogées par les journalistes ont décrit Lina comme une adolescente ordinaire, curieuse et ouverte, qui aimait s'intéresser à toutes sortes de choses. Comme la plupart des jeunes de son âge, elle passait du temps sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs par ce biais qu'elle avait fait la connaissance de son compagnon, Tao. Ce dernier s'était installé à Strasbourg quelque temps auparavant dans le cadre de ses études. Comme mentionné précédemment, une relation amoureuse s'était nouée entre lui et Lina. Les collègues de la jeune fille dans le magasin où elle effectuait son stage se souviennent qu'elle attendait chaque vendredi avec impatience, sachant que c'était le jour où elle retrouvait Tao. Compte tenu de ces éléments, il était tout à fait logique que les enquêteurs se soient rapidement intéressés à Tao et qu'ils aient recueilli ses déclarations, ainsi que celles de ses proches. L'un de ses amis a d'ailleurs affirmé que Tao avait toujours été un garçon posé, réfléchi et respectueux envers Lina. En revanche, dans les communes de La Plaine et de Saint-Blaise-la-Roche, diverses rumeurs ont commencé à circuler, laissant entendre que la relation entre Lina et Tao n'était pas aussi sereine qu'elle le semblait. Certains témoins affirment avoir vu Tao la veille de la disparition de Lina et prétendent qu'il l'attendait avec insistance devant le magasin où elle effectuait son apprentissage. La mère de Lina a cependant rapidement réfuté ces allégations, précisant que Tao s'était simplement présenté à la boutique pour retrouver sa fille à la sortie de son travail. Zoé, l'une des collègues de Lina, a quant à elle décrit Tao comme un garçon antipathique et arrogant. Selon ses propos, elle les avait vus ensemble lors d'un déjeuner à Strasbourg, et il lui avait semblé que tous deux faisaient preuve d'une certaine froideur l'un envers l'autre. Quoi qu'il en soit, Tao a bel et bien suscité quelques soupçons,
De plus, dès le début, Tao a adopté un comportement pour le moins étrange. Certes, le jeune homme s'est montré actif et a même tenté de participer aux recherches, mais certains de ses propos ont rapidement déstabilisé les enquêteurs. Par exemple, lorsque la police lui a demandé de présenter son téléphone afin de consulter ses échanges avec Lina, il a immédiatement affirmé l'avoir perdu. Selon lui, il souhaitait contribuer aux recherches et s'était donc rendu dans une usine désaffectée de la région, pensant que Lina pouvait y être retenue. C'est précisément à ce moment-là, aurait-il expliqué, que son téléphone serait tombé dans une bouche d'égout. Une telle version des faits a très vite suscité la méfiance. L'affaire a alors pris une toute autre dimension, attirant l'attention de presque tous les médias nationaux. Dans les jours suivants, Tao est devenu, aux yeux de l'opinion publique, le principal suspect. Dans ce contexte, les enquêteurs ont lancé des fouilles dans l'usine en question, afin de tenter de retrouver le téléphone du jeune homme. Peu après, un quotidien français a publié une information, rapidement relayée par de nombreux autres médias. Le téléphone de Tao aurait été retrouvé. Quelques semaines plus tard, les autorités ont pu accéder aux messages échangés entre les deux jeunes peu avant la disparition de Lina. Toutefois, ces échanges ne contenaient ni menaces, ni éléments suspects, et n'ont permis d'identifier aucune piste nouvelle. En définitive, Tao a été officiellement mis hors de cause. Quant à la piste d'un éventuel enlèvement de Lina, elle restait aux yeux des enquêteurs l'hypothèse principale. Cependant, un peu plus tard, les autorités ont recueilli un nouveau témoignage qui, contre toute attente, est venu la remettre sérieusement en question. Selon Robert, un homme âgé de 72 ans, il aurait aperçu une jeune fille ressemblant fortement à Lina. Elle était assise sur le siège passager d'une petite voiture gris foncé, circulant en direction opposée à celle de Strasbourg. Au volant se trouvait un homme portant une barbichette. Malheureusement, Robert n'a pu distinguer que la partie inférieure de son visage, ce qui a rendu toute identification formelle impossible. Pourtant, selon ses souvenirs, la jeune fille ne semblait ni effrayée ni agitée. Au contraire, elle lui aurait même adressé un signe de la main. Il convient de noter qu'au départ, les enquêteurs ont accueilli ce témoignage avec prudence. Non seulement parce qu'ils redoutaient de perdre un temps précieux sur un indice jugé fragile, mais aussi parce que Robert lui-même s'est montré incertain quant à la couleur exacte du véhicule, expliquant que ses lunettes à verre teinté avaient pu altérer sa perception. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si Lina a pu monter volontairement dans une voiture conduite par un inconnu, pour partir dans une direction opposée à Strasbourg, est demeurée sans réponse. Et peut-être que c'est précisément dans cette situation à la fois trouble et contradictoire que réside une part essentielle de la personnalité de la jeune fille. Plus l'enquête progressait, plus la liste des personnes potentiellement impliquées s'allongeait. C'est ainsi que les enquêteurs ont fini par s'intéresser à Benjamin, son ancien petit ami âgé de 22 ans, qui avait été victime d'un accident de la route seulement 8 jours après la disparition de Lina. Tous deux avaient commencé à se fréquenter environ 2 ans plus tôt, ce qui signifie que Lina n'avait que 13 ans au début de leur relation. Une telle différence d'âge ne manquait pas de susciter de vives interrogations. Déjà à l'époque, nombreux étaient ceux qui s'étonnaient qu'un jeune homme de cet âge puisse entretenir une relation avec une fille aussi jeune. Pour comprendre à quel point cette situation pouvait surprendre de l'extérieur, il faut rappeler que Benjamin possédait déjà un permis de conduire, un appartement indépendant et avait terminé ses études. Il menait une vie d'adulte pleinement autonome, tandis que Lina était encore scolarisée au lycée. Personnellement, comme beaucoup d'autres, je ne comprenais pas vraiment ce que Benjamin pouvait trouver chez Lina. Et pourtant, leur relation était bien réelle, et elle a duré jusqu'à la fin de l'année 2022. S'agissant de l'accident lui-même, les autorités ont tout d'abord estimé qu'il ne s'agissait que d'un banal incident de la route, sans lien avec l'affaire. Cependant, une nouvelle hypothèse a vu le jour. Rongé par le remords, Benjamin aurait pu chercher à se mettre en danger délibérément. Mais une enquête complémentaire a rapidement permis d'écarter cette piste. Il est apparu que le jeune homme avait tout simplement perdu le contrôle de son véhicule avant de heurter un arbre. Et bien que cet accident ait eu lieu quelques jours seulement après la disparition de Lina, aucun lien formel n'a pu être établi entre les deux événements. Les autorités ont ensuite décidé d'examiner une plainte déposée par Lina en juin 2022. D'après les informations recueillies, la jeune fille s'était rendue au commissariat pour dénoncer 2 jeunes hommes, nettement plus âgés qu'elle accusait d'avoir porté atteinte à son intégrité sexuelle. Selon ses déclarations, les faits se seraient produits le 4 mai 2022. Ce soir-là, Lina et une amie passèrent la soirée en compagnie de 2 garçons qu'elle connaissait. À un moment donné,
Son amie aurait été prise d'un malaise et aurait quitté les lieux, laissant Lina seule avec les deux jeunes hommes qui auraient alors abusé de sa vulnérabilité. Lors de leur audition, les deux garçons ont reconnu avoir eu des rapports intimes avec Lina, tout en affirmant qu'il s'agissait, selon eux, d'une relation consentie. Or, au moment des faits, Lina n'avait que 13 ans, ce qui a immédiatement suscité l'inquiétude des enquêteurs, d'autant plus que l'un des deux jeunes hommes avait déjà été impliqué dans une affaire similaire. Cependant, faute de preuves suffisantes, aucune suite judiciaire n'a pu être donnée à cette plainte. Cette décision a donc constitué une véritable surprise pour toutes les personnes ayant suivi l'affaire Lina. Il ne s'agissait pas d'un désintérêt de la part des autorités, mais plutôt d'une situation où les personnes impliquées étaient de très jeunes adolescentes. Or, une loi adoptée en France en 2021 stipule que les mineurs, qu'ils soient filles ou garçons, ne peuvent légalement consentir à une relation sexuelle avec un adulte. Dès lors, le simple fait que deux hommes majeurs aient reconnu avoir eu des rapports intimes avec Lina aurait dû, en principe, entraîner des poursuites, indépendamment de toute notion de consentement. En d'autres termes, ce type de relation est juridiquement impossible au regard du droit français. La plainte déposée par Lina pour atteinte à son intégrité sexuelle n'a finalement été réexaminée qu'en janvier 2024. Ce réexamen visait avant tout à déterminer si cette affaire pouvait, d'une manière ou d'une autre, être liée à la disparition de la jeune fille. Mais là encore, cette piste n'a mené à aucun résultat probant. Les deux jeunes hommes ont présenté des alibis, affirmant qu'ils ne se trouvaient pas dans la commune au moment des faits. En fin de compte, l'enquête est revenue à son point de départ. Et puisque le ravisseur de Lina ne semblait appartenir à aucun membre de son entourage, les autorités ont décidé de concentrer leur attention sur le témoignage de Robert, ce retraité affirmant avoir aperçu la jeune fille assise sur le siège passager d'une petite voiture gris foncé. Cependant, ce témoignage demeure difficile à exploiter. Robert lui-même n'est pas certain du modèle ni de la couleur exacte du véhicule. De plus, il n'est toujours pas en mesure de préciser l'heure exacte à laquelle il aurait vu Lina. Il a simplement déclaré l'avoir aperçue, au plus tôt, aux alentours de midi. Or, si l'on suppose que Lina est montée dans cette voiture peu après avoir éteint son téléphone portable, elle aurait alors dû passer devant la maison de Robert à peine 3 minutes plus tard. Même en admettant qu'elle ait été victime d'une agression physique avant de monter à bord, il semble peu vraisemblable qu'elle ait ensuite salué Robert d'un geste calme. Autrement dit, si Robert a réellement vu Lina ce jour-là, ce que la police n'a pas encore pu confirmer, pourquoi paraissait-elle si sereine ? D'autant plus que l'extinction soudaine de son téléphone laisse supposer qu'elle avait déjà été prise en charge par son ravisseur à ce moment-là. Dès lors, pourquoi aurait-elle adressé un signe amical à Robert ? En définitive, tous ces éléments semblent incohérents. C'est précisément ce qui rend le témoignage de Robert si difficile à interpréter avec certitude. Et même si cette hypothèse paraît peu vraisemblable, la police n'en exclut pas pour autant la possibilité. Les enquêteurs ont donc orienté leur attention vers une petite voiture gris foncé qui aurait pu se trouver à proximité du lieu présumé de l'enlèvement. Dans un premier temps, environ 5 véhicules correspondant à cette description ont été examinés. L'un d'entre eux, qui semblait correspondre le plus fidèlement au témoignage de Robert, a fait l'objet d'analyses approfondies, notamment des prélèvements d'ADN. D'après les informations disponibles, il s'agissait d'une Renault Clio appartenant à un homme domicilié dans une commune voisine, à environ 1 km du domicile de Lina. Son identité n'a pas été rendue publique, mais il est établi qu'il était violoniste, professeur de musique et père d'une adolescente. Malgré une perquisition minutieuse de sa maison et de son véhicule, aucune trace de sang ni aucun échantillon d'ADN appartenant à Lina n'a été retrouvé. Cependant, peu de temps après, la police a obtenu une première piste sérieuse, venant renforcer l'hypothèse selon laquelle Lina aurait été enlevée par un individu mal intentionné. Cette piste était directement liée au témoignage d'une autre jeune fille. En plus des recherches classiques et des auditions de témoins potentiels, les enquêteurs se sont intéressés de près au récit de Karine, une adolescente de 14 ans résidant dans la même commune que Lina. Elle a rapporté qu'un homme, à bord d'une voiture, l'avait abordée le lundi 18 septembre 2023, soit moins d'une semaine avant la disparition de Lina. Alors qu'elle rentrait de l'école, il aurait klaxonné à son passage. Ne le connaissant pas, elle avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'une confusion. Mais 3 jours plus tard, alors qu'elle se rendait à l'arrêt de bus pour aller à l'école, la même voiture se serait de nouveau arrêtée à sa hauteur. Karine a alors eu le sentiment qu'un enlèvement était en train de se préparer.
Il reste difficile de déterminer quelles étaient précisément les intentions de cet homme, mais les autorités ont pris son témoignage très au sérieux, d'autant plus que la jeune fille présentait une certaine ressemblance physique avec Lina. La police a-t-elle croisé la route d'un autre individu suspect, s'en prenant à des adolescentes blondes? Il semble que oui, à en croire les témoignages recueillis auprès d'autres jeunes filles, affirmant avoir aperçu, à plusieurs reprises en septembre 2023, un homme au volant d'une voiture gris foncé. 2 de ces adolescentes étaient élèves dans le même collège que Lina. Dans ce contexte, les autorités ont adressé des courriers aux parents des jeunes filles résidant dans la région et scolarisées dans les établissements alentours. Par ces lettres, les enquêteurs cherchaient à savoir si l'une d'entre elles avait mentionné un échange avec un homme inconnu conduisant un petit véhicule sombre. Cependant, cette initiative n'a débouché sur aucun nouvel élément. 8 mois après la disparition de Lina, les autorités ne disposaient toujours d'aucun suspect concret, ni de corps, ni d'indices significatifs. Et pourtant, même dans une impasse aussi profonde, la police a continué à mobiliser tous les moyens à sa disposition pour tenter de faire la lumière sur l'affaire. Plus tard, le vendredi 26 juillet 2024, la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris s'est tenue dans une atmosphère de fête. Alors que cet événement représentait sans doute le point culminant de l'année pour la France, un discret communiqué publié par la police de Strasbourg est passé presque inaperçu. Pourtant, il contenait des informations susceptibles de faire basculer l'ensemble de l'enquête. Selon ce communiqué, les enquêteurs sont parvenus à isoler un échantillon d'ADN appartenant à Lina dans l'un des véhicules examinés. Jusqu'alors, les forces de l'ordre avaient procédé à l'analyse d'un nombre considérable de voitures, sans parvenir à une découverte probante. À mesure que l'enquête avançait, il devenait de plus en plus évident que, si Lina avait bien été enlevée, son ravisseur avait probablement quitté la zone de recherche depuis longtemps. En réalité, presque toutes les routes reliant la commune de Plaine traversent les localités voisines. Cependant, ces voies ne sont pas toutes équipées de caméras de vidéosurveillance, ce qui complique considérablement la reconstitution des déplacements éventuels du véhicule impliqué. Finalement, la police a examiné les enregistrements vidéo datant du jour de la disparition de Lina et a pu identifier plus de 300 véhicules correspondant aux critères de recherche ayant emprunté un tunnel routier situé dans la commune de Schirmeck. La majorité de ces véhicules a été rapidement contrôlée afin de vérifier la présence d'effets personnels appartenant à Lina, ainsi que d'éventuels échantillons de son ADN. Une seule voiture a retenu l'attention des enquêteurs. Une Ford Puma grise immatriculée en Allemagne, qui a été aperçue à Plaine le jour même de la disparition de la jeune fille, précisément au moment où son téléphone portable a cessé d'émettre. Peu après, ce véhicule a été localisé dans une zone boisée au sud de la commune. Face à cette coïncidence troublante, la police de Strasbourg a lancé une alerte nationale auprès des autres services de police du pays. C'est ainsi que la voiture, déclarée volée en Allemagne le 24 août 2023, a été retrouvée dans le sud de la France, plus précisément dans la commune de Laux, sur un parking sécurisé de Narbonne, fait notable. Elle s'y trouvait depuis le 6 janvier 2024. Ce jour-là, des douaniers de Narbonne, lors d'un contrôle de routine, ont découvert le véhicule, déjà signalé comme volé. Le conducteur, un homme de 43 ans originaire de Besançon, prénommé Samuel Gonin, a refusé d'obtempérer à l'ordre des agents lui intimant de se ranger sur le bas-côté. Finalement intercepté quelques centaines de mètres plus loin, il a été contrôlé positif à des substances illicites. Il a ensuite été placé en garde à vue puis condamné à 15 mois de prison avec sursis. Il est temps de faire le point. Samuel Gonin conduisait un véhicule déclaré volé. Il a refusé d'obtempérer aux injonctions des douaniers et s'est révélé positif à l'usage de substances illicites. Malgré cela, pour une raison inexpliquée, il a été laissé en liberté. Le véritable problème réside toutefois dans un manquement administratif. Après la saisie du véhicule, ni les policiers ni les douaniers n'ont pris soin de l'enregistrer dans la base de données nationale. Or, si cette procédure avait été respectée, la voiture aurait pu être retrouvée bien plus tôt. Cette négligence a considérablement compliqué le travail des enquêteurs, qui sont restés pendant plusieurs mois dans l'ignorance la plus totale. Dans le même temps, ils étaient déjà submergés par des tâches de routine lourdes, notamment l'analyse de centaines, voire de milliers d'heures d'images de vidéosurveillance. Et tout cela pour retrouver une seule voiture ayant traversé la commune de Plaine le jour de la disparition de Lina. L'absence d'enregistrement du véhicule placé en fourrière illustre, une fois de plus, les conséquences d'une gestion administrative défaillante.
On peut légitimement se demander si la résolution de cette affaire n'a pas été entravée, comme c'est malheureusement souvent le cas, par l'incompétence manifeste de certains agents. On ne peut qu'imaginer l'ampleur de la tâche qui a incombé aux enquêteurs. Ils ont littéralement dû rechercher ce véhicule à l'échelle nationale en s'appuyant uniquement sur les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Quoi qu'il en soit, une fois la voiture retrouvée, les policiers ont immédiatement eu accès à l'historique du véhicule. Il ne leur restait plus qu'à confirmer que Samuel était bien la personne qui le conduisait le jour de la disparition de Lina, ce qu'ils ont rapidement pu établir. Il convient de souligner que la géolocalisation de la voiture de Samuel n'a été aussi précise que grâce à la carte SIM intégrée, restée connectée à Internet durant toute cette période, permettant ainsi au système de navigation embarqué de transmettre en continu des données de localisation. Bien entendu, Samuel a tenté de désactiver ce système, et il y est en partie parvenu. Cependant, il ignorait manifestement qu'il fallait retirer physiquement la carte SIM pour couper toute transmission. Celle-ci est donc restée active à son insu. Il a finalement été révélé que le 21 septembre 2023, soit 48 heures seulement avant les faits principaux, Samuel s'était arrêté dans une station-service à Dobitz, en Allemagne, où il avait fait le plein sans payer. Le matin de la disparition de Lina, son véhicule a été localisé à proximité de la frontière franco-allemande. Il a ensuite franchi la frontière et a de nouveau fait le plein. La voiture de Samuel a été filmée par une caméra de surveillance à l'entrée d'un tunnel dans la commune de Schirmeck. Peu après, elle a de nouveau été repérée par une autre caméra, cette fois à proximité de la maison de Robert, cet homme qui avait affirmé avoir aperçu Lina à bord d'un véhicule similaire. Même si le tronçon de route concerné n'était pas équipé de caméras, les données de géolocalisation ont confirmé que le véhicule de Samuel se trouvait bien sur les lieux de la disparition de Lina à l'heure critique. Sur la base de ces éléments, le 10 juillet 2024, les policiers se sont rendus au domicile de Samuel pour procéder à son arrestation. Mais en entrant dans l'appartement, ils ont découvert son corps pendu au plafond, suspendu à une corde. L'enquête médico-légale et l'examen post-mortem ont rapidement permis de conclure à un acte volontaire. Samuel avait laissé plusieurs lettres manuscrites, adressées principalement à ses proches, et en particulier à ses parents. Dans ces écrits, il tentait de justifier son geste, affirmant avoir perdu tout sentiment d'honneur, de dignité et d'humanité, et souffrir profondément de cette déchéance. L'après-midi de ce même jour, le véhicule que Samuel conduisait le jour de l'enlèvement de Lina a été transféré à l'Institut de recherche criminelle. Les experts de l'Institut y ont découvert un échantillon d'ADN appartenant à la jeune fille, ainsi que certains de ses effets personnels et des cordes, probablement utilisés par Samuel pour mettre son plan à exécution. Cela dit, il convient de noter qu'aucune trace de sang n'a été retrouvée dans le véhicule. Ce constat pourrait indiquer que, si Lina a effectivement perdu la vie entre les mains de Samuel, elle a peut-être été étranglée, ou bien que le véhicule n'était tout simplement pas le lieu du crime à proprement parler. L'ensemble de ces éléments a été rendu public le 26 juillet 2024, soit 16 jours après la mort de Samuel. Cela signifie qu'il ne pouvait tout simplement pas savoir qu'il avait été officiellement identifié comme le principal suspect dans cette affaire. Et puisqu'il ne pourra jamais être interrogé, il ne reste plus aux enquêteurs qu'une seule question essentielle. Où se trouve le corps de Lina ? On sait que Samuel vivait seul depuis peu et qu'il n'entretenait de lien qu'avec ses parents. L'un de ses amis d'enfance l'a décrit comme une personne très ouverte et sociable. Son ancien employeur, qu'il avait côtoyé pendant 4 ans, a également tenu à témoigner en sa faveur, le qualifiant d'employé exemplaire, rigoureux et fiable. Il se souvient parfaitement du jour où Samuel a quitté l'entreprise. Selon lui, tout s'est déroulé dans de bonnes conditions, et l'intéressé avait simplement choisi de changer de poste afin de faire évoluer sa carrière. L'une de ses anciennes compagnes, qu'il avait fréquentée après sa séparation d'avec la mère de ses enfants, s'est elle aussi dite profondément choquée par les informations relayées dans la presse française. Elle a précisé qu'au moment de la disparition de Lina, elle n'était plus en couple avec lui. Mais ce qu'elle a surtout tenu à souligner, c'est qu'elle n'a jamais cru, ne serait-ce qu'un instant, qu'il ait pu être capable d'un acte aussi grave qu'un enlèvement. Comment un homme apparemment irréprochable, comme Samuel, a-t-il pu devenir le principal suspect dans l'enlèvement, et peut-être le meurtre, d'une jeune fille de 15 ans ? Qui était-il réellement ? Samuel Gonin est né le 10 septembre 1980. Après une première expérience dans le milieu universitaire, il a intégré une grande entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de véhicules utilitaires lourds.
Il semble que le véritable point de bascule dans sa vie ait été sa séparation d'avec son épouse. À partir de ce moment-là, Samuel a amorcé une lente dérive dans l'alcool et la consommation de substances illicites. Devenu célibataire, il passait la plupart de ses soirées dans les bars de la région, où il tentait régulièrement de faire de nouvelles rencontres féminines. À force d'insistance et de comportements inappropriés, il a fini par être persona non grata dans la majorité de ses établissements. Plus tard, l'une de ses anciennes compagnes, qu'il avait fréquentée après sa rupture avec la mère de ses enfants, a témoigné de ses troubles psychologiques latents. Elle se souvient qu'au début de leur relation, Samuel paraissait charmant, cultivé et capable de tenir une conversation sur des sujets variés. Leur centre d'intérêt commun et certaines affinités les avaient rapidement rapprochés. Mais très vite, les premières tensions sont apparues, et un jour, Samuel a tout simplement disparu sans laisser de traces. À la fin du mois d'août 2023, Samuel a commis son premier délit en agressant une femme de 91 ans, prénommée Monique, à qui il a volé des objets personnels, de l'argent liquide et son téléphone portable. Le jour même, il a également cambriolé un magasin situé à seulement quelques mètres de son domicile. Les images de vidéosurveillance montrent clairement qu'il semblait parfaitement calme. Il donnait l'impression de vouloir simplement acheter un paquet de chewing-gums. Mais dès que l'employé s'est approché de la caisse pour lui rendre la monnaie, Samuel s'est brusquement emparé de plusieurs grosses coupures avant de s'enfuir dans la rue. Environ un mois plus tard, il aurait enlevé Lina. Il est ensuite resté discret, ne donnant plus aucun signe de vie, jusqu'en janvier 2024, lorsqu'il a été interpellé pour avoir refusé d'obtempérer à un contrôle routier. Plus tard, en quittant le commissariat, il a été reconnu par l'un des agents comme étant l'auteur du cambriolage du magasin. Il a alors été convoqué à nouveau au poste de police, sans que la véritable raison de cette convocation ne lui soit immédiatement révélée. Peu avant cette seconde convocation, le 17 juin 2024, Samuel s'est présenté spontanément aux autorités, suppliant les agents de venir chez lui. En entrant dans son appartement, les policiers ont constaté qu'il avait tenté de se faire du mal. Il a alors été placé en détention. C'est à ce moment-là que Samuel a reconnu avoir cambriolé une supérette et agressé une femme âgée. Le 25 juin de la même année, un psychiatre a diagnostiqué chez lui un trouble de la personnalité borderline, caractérisé par une instabilité émotionnelle, de violentes sautes d'humeur, une impulsivité marquée et un état dépressif chronique. Il a toutefois été précisé que ce trouble ne relevait pas d'une pathologie mentale durable. Samuel a ensuite été formellement mis en examen puis remis en liberté sous contrôle judiciaire. Son procès était fixé au 22 juillet 2024. Cependant, comme on le sait désormais, il ne s'y est jamais présenté. Il s'est donné la mort 12 jours avant la date prévue. Avant de mettre fin à ses jours, Samuel n'a laissé aucun indice permettant de localiser le corps de Lina. La police a donc dû reprendre l'analyse détaillée des données de géolocalisation de son véhicule. Grâce à ces informations, les enquêteurs ont mené une série de recherches ciblées dans les lieux où Samuel s'était arrêté pendant de longues périodes. Ces investigations ont fini par aboutir. À la mi-octobre 2024, le corps de Lina a été retrouvé au fond d'un petit ruisseau dans la commune de Sermoise-sur-Loire. Un premier examen réalisé par l'Institut de recherche criminelle a permis de confirmer qu'il s'agissait bien de Lina Delsart. La présence du corps dans cette commune, où Samuel s'était précisément rendu le lendemain de l'enlèvement, laissait présager qu'elle n'avait pratiquement aucune chance d'avoir survécu. Autrement dit, tout porte à croire que Lina est morte dans les toutes premières heures ayant suivi sa disparition. Plus tard, l'ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle a expliqué quelle avait été la principale difficulté rencontrée lors de l'analyse du corps de Lina. Selon lui, dès que la dépouille a été extraite de l'eau, le processus de décomposition s'est considérablement accéléré, ce qui a pu entraîner la disparition de traces essentielles devenues par la suite indétectables. Le corps de Lina a ensuite été confié à un centre de médecine légale pour qu'une autopsie complète puisse être réalisée afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort ainsi que l'heure approximative du décès. L'autopsie préliminaire a révélé que Lina avait été étranglée à l'aide d'un sac en plastique, comme en témoignaient les marques retrouvées sur son cou. Ses funérailles se sont tenues le 25 octobre 2024. Bien que beaucoup aient depuis tourné la page, certains continuent de s'interroger. Pourquoi Samuel a-t-il volé une voiture en Allemagne? Pourquoi a-t-il traversé la plaine? Comment Lina s'est-elle retrouvée dans son véhicule? Existe-t-il d'autres faits comparables qui pourraient être liés à lui? Il est probable que nous ne connaîtrons jamais les réponses à ces questions, pas plus que nous ne saurons précisément ce qui s'est passé à l'intérieur de cette voiture.
La seule certitude que l'on puisse avoir, c'est que Lina a vécu un véritable cauchemar dans les dernières heures de sa vie. Et peut-être la seule forme de justice envisageable dans cette affaire réside-t-elle dans le fait que Samuel Gonin ne pourra plus jamais nuire à personne, car la peine qu'il s'est lui-même infligée dépasse de loin toute condamnation qu'un tribunal français aurait pu prononcer. Tout s'est passé le 26 juin 1988, dans un endroit appelé Live Oak Spring, situé dans l'État de Californie aux États-Unis. Irène May avait 23 ans, 3 enfants, et un jeune homme prénommé Bobby. Irène et Bobby étaient apparemment très dépendants l'un de l'autre. À cause de cela, ils ont même perdu la garde de leurs enfants. De plus, peu avant les événements principaux, Bobby a été arrêté et Irène a été expulsée de son appartement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que leur situation était compliquée. Néanmoins, selon l'assistante sociale en charge de leurs enfants, Irène a bien essayé de refaire sa vie et de récupérer ses enfants. Mais elle n'y est jamais parvenue. Toutefois, n'allons pas trop vite en besogne. En raison de son expulsion imminente de l'appartement, la jeune femme doit trouver un nouveau lieu de résidence. Cheryl Baker, une amie proche d'Irène, ainsi que son compagnon George, l'ont aidé à déménager ses affaires dans un entrepôt de stockage temporaire. Pendant ce temps, Carrie Dalton, une femme de 39 ans, emménage dans l'ancien appartement d'Irène. Il fut un temps où Irène, Cheryl et Carrie avaient vécu ensemble dans ce même appartement. Dalton avait été arrêté quelque temps auparavant et venait de sortir de prison. En retrouvant ses anciennes amies, elle prit Cheryl à part pour lui parler d'Irène. Selon Baker, Carrie était déséquilibrée et ne cessait de répéter que les meubles de l'appartement lui appartenaient et qu'elle voulait les récupérer. Carrie déclara également qu'elle était à la recherche de bijoux volés et qu'elle pensait qu'Irène les avait dérobés. Finalement, Baker assura à Dalton qu'elle essaierait de retrouver ses bijoux parmi les affaires personnelles d'Irène et qu'elle l'en informerait si elle les découvrait. Peu de temps après, Carrie partit vaquer à ses propres affaires. Après avoir rangé le dernier lot d'objets dans l'entrepôt, Cheryl l'appela pour l'informer qu'elle n'avait toujours pas trouvé de bijoux parmi les affaires de May. Ce soir-là, vers 17h, Irène, Cheryl et George se rendirent chercher de la drogue. L'endroit où ils l'achetèrent se trouvait à l'angle d'une supérette. Alors qu'ils étaient tous les trois sur place, Carrie arriva dans son camion, accompagnée de son partenaire, Mark Tompkins. Quelques instants plus tard, Dalton et Mark demandèrent à Cheryl de leur prêter main forte pour retrouver une voiture volée appartenant à l'un de leurs amis communs. Irène et George décidèrent, quant à eux, d'accompagner Cheryl dans sa voiture. Alors qu'ils parcoururent le quartier à la recherche de la voiture volée, ils croisèrent une femme nommée Joanne Fedor. Peu avant cette rencontre, son camion était soudainement tombé en panne sur le bas-côté de la route et elle s'était arrêtée. Elle était accompagnée de ses enfants, âgés de 3 et 4 ans. Finalement, le groupe à la recherche de la voiture volée proposa à Joanne et à ses enfants de les emmener jusqu'à leur caravane, ce que Fedor accepta. Tôt le lendemain matin, Carrie et Cheryl se rendirent secrètement chez George. Irène était pratiquement la seule à le connaître, et tous les autres craignaient qu'il ne soit un informateur de la police. Cependant, ils ne purent jamais trouver quoi que ce soit qui prouvât réellement cette hypothèse. De retour à la caravane, Carrie s'empara immédiatement du sac à main de May. Elle le retourna et en jeta le contenu sur le sol. À ce moment-là, des bijoux tombèrent du sac d'Irène, ceux que Dalton cherchait depuis le début. Après avoir perdu son sang-froid, Carrie commença à donner des ordres à la jeune femme et à l'obliger à accomplir diverses tâches. Elle lui demanda notamment de nettoyer la caravane et de laver toute la vaisselle sale. D'après les témoins présents, Irène ne sembla pas effrayée par les agissements de Carrie. Un peu plus tard, Joanne entendit Carrie et Cheryl commencer à crier sur Irène. C'est alors qu'elles réalisèrent qu'elles avaient utilisé la même aiguille hypodermique malgré le fait qu'Irène fût atteinte d'hépatite. Quelques instants plus tard, Carrie commença à accuser Irène d'être un informateur de la police. Vers 8h du matin, Dalton demanda à May de préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Après le repas, Joanne aida Irène à faire la vaisselle.
C'est alors que la jeune femme révéla qu'elle avait un couteau et qu'elle envisageait de s'en servir contre Carrie, car elle craignait pour sa vie. Johan lui expliqua alors comment sortir de la caravane et lui conseilla de s'enfuir dès qu'une occasion se présenterait. Mais lui demanda ensuite de prévenir l'assistante sociale qu'elle avait déjà mentionné qu'elle ne pourrait probablement pas assister à la réunion. Après cette conversation, Cheryl et Mark quittèrent la caravane pour conduire Johan et ses enfants chez son compagnon. Selon certains rapports, l'un d'entre eux se trouvait dans un centre de détention appelé La Cima. Le trajet jusqu'à l'établissement pénitentiaire dura environ 45 minutes. Pendant ce temps, Irène resta seule avec Carrie et George. Une fois sur place, Cheryl et Mark déposèrent Johan et ses enfants, puis partirent en chercher une nouvelle dose pour eux-mêmes et pour les autres. Peu après, Johan leur dit qu'elle et les enfants retourneraient seuls à la caravane et qu'ils n'avaient pas besoin de venir les chercher. Quelques heures après leur départ, Carrie appela Mark et lui ordonna de laisser tomber tout ce qu'il faisait et de revenir à la caravane dès que possible. Sur le chemin du retour, il se tourna vers Cheryl et lui conseilla de faire comme si de rien n'était. Vers 4h30 de l'après-midi, ils retournèrent à la caravane. Cheryl entra la première dans la cuisine et trouva Irène attachée à une chaise recouverte d'un drap. Carrie expliqua qu'il y avait eu une bagarre entre les deux femmes, au cours de laquelle Irène avait tenté de s'enfuir. Peu après, Mark et George sortirent et Carrie accompagna Cheryl aux toilettes. Là, Dalton sortit plusieurs aiguilles hypodermiques de sa poche. Elle les montra à Baker et lui révéla que les seringues étaient déjà remplies d'acide de batterie. Carrie déclara alors qu'elle allait injecter cet acide à Irène. Dalton confia également à Baker qu'elle devait elle aussi être impliquée dans le meurtre, car seule une telle participation l'empêcherait de signaler l'affaire à la police. Elles retournèrent ensuite dans la cuisine et Carrie administra une forte dose de sédatif à Irène. Elle tendit ensuite l'une des seringues à Cheryl et lui demanda d'en injecter le contenu dans la veine de May. En entendant cela, la jeune femme s'écria aussitôt « Je ne veux pas mourir, s'il vous plaît, ne faites pas ça ». Mais ses paroles restèrent sans réponse. Pendant ce temps, Cheryl tenta de trouver une veine sur May sans jamais y parvenir. Finalement, Carrie s'empara d'une seringue et planta l'aiguille dans la jambe de la jeune femme. Contrairement aux attentes, l'acide n'entra pas dans la veine et n'eut donc pas l'effet escompté. Lorsqu'elle comprit cela, Dalton sortit de la caravane pour appeler Mark et George. Son partenaire entra, saisit un marteau et commença à frapper Irène. Environ 1 minute plus tard, Carrie ouvrit un placard de la cuisine et en sortit une lourde poêle en fonte. Elle s'en servit pour fracasser les rotules de May. Toujours pas satisfaits, Dalton et Mark s'emparèrent d'un fil de fer dénudé et commencèrent à électrocuter la jeune femme. Ainsi, en l'espace de quelques minutes, Irène reçut une injection d'acide, fut électrocutée et sauvagement battue. Et malgré tout cela, elle était encore en vie. Mark la tortura ensuite avec un tournevis puis prit un couteau et la poignarda à 2 reprises dans la poitrine. Peu après le second coup, Irène mourut. Carrie et Cheryl s'occupèrent alors du nettoyage tandis que Mark et George enveloppèrent le corps dans un drap et le chargèrent dans le camion. Ils conduisirent ensuite le corps jusqu'à une réserve indienne voisine où ils le démembrèrent en plusieurs petits morceaux. On sait qu'ils enterrèrent chacun de ces morceaux dans un endroit différent de la réserve afin de compliquer la tâche de la police. Pendant que les 2 hommes s'éloignaient de la caravane, Carrie et Cheryl avaient déjà commencé à rassembler les objets utilisés pour torturer et tuer Irène. Johan et ses enfants rentrèrent chez eux aux alentours de 18h. À leur arrivée, la caravane était encore dans un état lamentable. Selon elle, la literie, une chaise et quelques vêtements avaient disparu. Finalement, Johan demanda à Carrie ce qui s'était passé pendant son absence. Cette dernière répondit qu'elle s'était disputée avec Irène et l'avait chassée de la caravane. Dalton ajouta que Carrie s'était accidentellement coupée avec un couteau, tachant plusieurs draps de sang, mais qu'elle comptait les emporter pour les nettoyer. En ce qui concerne Mark et George, il convient de préciser qu'ils revinrent à la caravane vers 20h. Selon Johan, les 2 hommes étaient couverts de poussière et de saleté de la tête aux pieds. Aux alentours de 9h30, Carrie, Mark et George quittèrent la caravane. Dès leur départ,
Joanne téléphona à la police pour signaler un cambriolage. En attendant l'arrivée des autorités, elle découvrit de nombreuses taches de sang, un tournevis dont l'extrémité était couverte de cheveux et de peau, ainsi qu'un pain de savon portant des marques de dents. L'adjoint David Wilson arriva au domicile de Joanne vers 21h. Selon lui, il remarqua immédiatement qu'elle était sous l'emprise de substances illicites. La femme se comportait de manière peu naturelle et présentait des troubles de l'élocution. L'adjoint lui demanda ce qui manquait exactement dans sa caravane et elle répondit qu'une poubelle jaune avait disparu. Elle déclara également avoir trouvé un oreiller couvert de taches de sang dans une boîte en carton directement sous sa caravane. En entendant cela, Wilson sortit une lampe de poche et examina la caravane sous plusieurs angles. Toutefois, il ne trouva rien qui corresponde à la description. Il inspecta également l'intérieur et eut l'impression que tout était en ordre. Dans l'ensemble, seuls les vêtements sales éparpillés sur le sol attirèrent son attention. Wilson confirma par la suite qu'il n'y avait aucune trace de sang ni aucun indice d'effraction ou d'autres crimes dans la caravane. Il déclara également que Joanne s'était simplement contentée de signaler une éclaboussure de sang, sans mentionner le tournevis qu'elle prétendait avoir trouvé. Quelque temps après le départ de Wilson, Cheryl, Kerry, Mark et George se débarrassèrent de tous les objets qu'ils avaient utilisés pour tuer Irene, notamment une poêle à frire, un marteau et des seringues. Tous les quatre s'installèrent ensuite dans un motel pour discuter à nouveau de la situation. Au cours de cette conversation, Mark suggéra de retourner à la caravane de Joanne et d'y mettre le feu afin de s'assurer que toutes les preuves soient bien détruites. Toutefois, il fut convenu que ce n'était pas une bonne idée, car Joanne vivait avec ses enfants. Peu après la disparition d'Irene, les premières rumeurs commencèrent à circuler quant à ce qui lui était arrivé. Cheryl affirma qu'elle craignait réellement que Kerry et Mark ne tentent un jour de lui ôter la vie pour l'empêcher de révéler à la police ce qu'elle savait. Elle déclara également que Kerry avait discuté de la situation avec elle et lui avait suggéré d'attaquer Mark afin que si les restes d'Irene étaient découverts, il puisse lui en faire porter la responsabilité. Peu après, l'assistante sociale chargée des enfants d'Irene signala sa disparition. C'est à ce moment-là que les choses prirent une tournure beaucoup plus étrange. L'on suppose que Bobby May, le mari d'Irene, ne l'avait pas vue depuis le 17 juin 1988, en raison de son incarcération. Toutefois, Bobby affirma avoir rencontré Irene une fois, après sa libération en juillet de la même année, et ne plus jamais l'avoir revue. En août 1988, environ 2 mois après la disparition d'Irene, une assistante sociale rendit visite à Joanne et constata que quelque chose n'allait vraiment pas chez elle. Selon ses observations, la femme semblait nerveuse, voire effrayée. Lorsqu'elle lui demanda ce qui n'allait pas, Joanne se leva de son siège et lui demanda de la suivre. Elle lui fit faire le tour de la caravane et lui montra de petites taches ressemblant à du sang. Joanne expliqua qu'elle pensait que quelque chose de terrible s'était produit dans cette caravane. Elle demanda ensuite à l'assistante sociale si elle pouvait apporter certains objets à la police. Parmi ces objets figuraient un petit couteau et un radiateur portable, tous deux tachés de sang. Par la suite, l'assistante sociale accéda à sa demande et remit les objets à la police. Les 15 septembre et 16 novembre 1988, les agents de la police scientifique fouillèrent la caravane de Joanne à la recherche de taches de sang. Ils n'en trouvèrent aucune. Le couteau et le radiateur portable qu'elle leur avait remis furent également examinés par les experts. Aucune trace de sang ne fut finalement détectée sur ces objets. L'oreiller ensanglanté et le tournevis mentionnés par Joanne ne furent pas non plus retrouvés. À la fin de l'année 1988, dans le cadre de l'enquête en cours, l'on demanda à une amie de Cheryl si elle acceptait de devenir informatrice dans l'affaire concernant Irene. Elle accepta immédiatement et entama une conversation téléphonique avec Cheryl. Cette dernière ignorait apparemment que ses propos étaient enregistrés. Au cours de l'une de ces conversations, Cheryl aurait donné quelques détails sur ce qui était arrivé à Irene. Malheureusement, je n'ai jamais pu retrouver ces détails. Il semble toutefois que la police n'en ait pas obtenu suffisamment. Bien plus tard, en juillet 1991, la police mena une série de recherches infructueuses pour retrouver les restes de la jeune fille. Des dizaines de policiers,
accompagnés de chiens spécialement entraînés à la détection de restes humains, cherchèrent le corps d'Irène. L'on sait que certaines de ces recherches furent menées dans une réserve indienne, d'autres sur le territoire du parc de caravanes où Johan avait vécu. Au début du mois d'août de la même année, plusieurs collecteurs d'échantillons d'ADN effectuèrent une nouvelle fouille de la caravane de Johan. Cette fois, ils parvinrent à détecter de petites taches de sang dans le salon et dans la chambre à coucher. Peu après, d'autres opérations furent menées dans la caravane. Toutefois, en raison du volume insuffisant de sang et de l'ancienneté des taches, les échantillons ne permirent jamais d'obtenir les résultats escomptés. Le 31 octobre 1991, l'on demanda à Johan d'identifier les personnes présentes dans la caravane peu avant la disparition d'Irène. Elle parvint à identifier Kerry, Mark et Cheryl en consultant leurs photographies dans la base de données de la police. Celle-ci avait également reçu un rapport anonyme d'un homme affirmant que Kerry, Mark, Cheryl et un certain George avaient assassiné Irène de manière brutale. Pour autant que je sache, de 1988 à 1992, Kerry, Mark et Cheryl furent convoqués à plusieurs reprises au poste de police pour y être interrogés, mais ce n'est qu'en 1992 que l'enquête progressa véritablement. C'est au cours de cette même année que Kerry, Mark et Cheryl furent arrêtés. Peu après, Cheryl, ayant appris que sa conversation avec son ami avait été enregistrée, fit l'une de ses nombreuses confessions. Dans un premier temps, elle affirma qu'elle ne savait pas exactement qui se trouvait sous le drap ce jour-là, mais elle changea ensuite de version. Cheryl avoua ainsi sa participation directe à la torture et au mauvais traitement infligé à Irène, fournissant un compte-rendu détaillé des faits. Elle accusa également Mark, Kerry et George dans ses nouveaux aveux. Il est vrai que la police ne parvint jamais à retrouver cet homme. Il semble même qu'elle n'ait jamais été certaine que George fût son véritable nom. Pendant ce temps, Mark fit également des aveux et révéla son implication dans le crime. Quant à Kerry, elle continua de clamer son innocence, affirmant que les déclarations de Cheryl et de Mark avaient été fabriquées par la police et étaient entièrement fausses. Quoi qu'il en soit, les trois suspects furent formellement inculpés. Même si Kerry persistait à nier avoir tué la jeune fille, plusieurs autres personnes soutenaient le contraire. L'une d'entre elles était Lori Carlisle, une femme connue pour sa tendance à mentir. Peu après avoir été accusée de meurtre, Lori Carlisle fut placée dans la même cellule que Kerry. Selon ses dires, c'est Kerry elle-même qui lui aurait raconté comment, avec Cheryl, Mark et une autre personne, ils avaient tué Irène dans un endroit appelé Live Oak Spring. Une autre personne ayant témoigné contre Kerry est Patricia Collins, son amie proche. Elle avait entendu parler de ce qui était arrivé à Irène et avait décidé d'interroger Kerry sur les raisons de son geste. Selon Madame Collins, Kerry lui aurait répondu qu'Irène était une balance qui méritait de mourir, sans entrer dans les détails. Patricia Collins a également précisé que Kerry pensait que l'affaire ne serait jamais instruite car la police n'avait pas retrouvé le corps. Compte tenu de tous ces éléments, les autorités ont proposé à Kerry une négociation de peine qu'elle a refusée. Malgré toutes les preuves, elle a continué à clamer son innocence et à nier les faits qui lui étaient reprochés. Peu après, un homme nommé Donald McNeely contacta la police. Il avait partagé la même cellule que Mark quelque temps auparavant. Ce dernier lui avait raconté en détail ce qui était arrivé à Irène. Donald ajouta que Mark avait précisé que le meurtre n'avait pas été facile à commettre. Selon lui, leur plan initial consistait à lui injecter de l'acide de batterie dans une veine, mais ils avaient finalement décidé de la torturer. Poursuivant son récit, Mark révéla s'être servi d'un tournevis, d'un couteau et d'une poêle à frire pour lui écraser les rotules. Donald se souvenait également que Mark avait déclaré avoir placé le corps dans un camion, l'avoir transporté jusqu'à la réserve, puis l'avoir démembré et enterré en différents endroits. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où les trois individus ont été arrêtés et formellement inculpés, la police n'a jamais réussi à retrouver l'arme du crime, à mettre en évidence des traces d'ADN, ni à localiser les restes d'Irène. Malgré cela, le procès principal de l'affaire a débuté en février 1995. Il est important de noter que Kerry a été jugé séparément de ses complices présumés. La plupart des éléments que j'ai déjà mentionnés ont été présentés au cours du procès. Johan, comme prévu,
a témoigné devant le tribunal et a décrit l'état de sa caravane, ainsi que la découverte d'un tournevis portant des traces de sang, de cheveux et de peau humaine. De son côté, l'adjoint David Wilson, qui avait inspecté la caravane peu après l'appel de Joanne, a déclaré n'avoir trouvé aucune trace de sang ni aucun autre signe indiquant qu'un meurtre avait été commis à cet endroit. Il a également précisé qu'il pensait que Joanne était sous l'influence de substances illégales au moment de l'inspection. Le procureur présenta ensuite les témoignages de divers témoins que j'ai déjà mentionnés, ainsi que de nombreux autres éléments de preuve circonstancielles. Il fut également annoncé au cours du procès que les autorités avaient procédé à une vérification approfondie de toutes les hypothèses selon lesquelles Irène serait encore en vie. Tous les noms et pseudonymes utilisés par la jeune fille dans la vie réelle furent ainsi examinés. Parmi eux figuraient des noms tels que Louise Clare, Irène Louise Clare, Irène May, Mélan May et Irène Miller. Comme je l'ai indiqué, les autorités vérifièrent tous ces noms dans l'ensemble des États, et la seule chose qu'elles purent trouver fut qu'une certaine Irène May avait été arrêtée au début du mois de juin 1988. Toutefois, cette affaire avait déjà été classée. En d'autres termes, il n'existait aucune preuve qu'elle était toujours en vie. D'ailleurs, si elle s'était enfuie, il est probable que ses empreintes digitales auraient été retrouvées. Le procureur fit également appel à l'assistante sociale qui s'était occupée des enfants d'Irène May. Elle s'appelait Nina Tucker. Cette dernière déclara que la disparue faisait tout son possible pour récupérer ses enfants un jour. Peu avant sa disparition, Irène May avait avoué à Nina qu'elle avait beaucoup de mal à gérer sa dépendance. Elle lui avait également confié qu'elle voulait retrouver ses enfants. Apparemment, Irène était fatiguée de cette vie et souhaitait vraiment changer. Elles avaient organisé une réunion pour le 27 juin à 9h du matin. Cette réunion devait aboutir à l'élaboration d'un plan d'action spécial pour le retour des enfants. Nina rappela également que la jeune femme avait une attitude positive et croyait en une issue favorable. Mais bien entendu, Irène ne se présenta jamais à cette réunion. Néanmoins, tout le reste indiquait qu'elle désirait récupérer ses enfants, ce qui signifiait qu'elle n'aurait jamais choisi de les abandonner. De plus, une note manuscrite rédigée par Kerry fut présentée au cours du procès. Elle semblait être adressée à l'un de ses amis les plus proches. En voici le contenu approximatif. « Ne vous inquiétez pas, ils n'ont rien et n'auront jamais rien. Je sors le 2 février. Ensuite, nous devrons partir. Fais cela pour moi. Trouve-moi un endroit où me cacher. Je sais qu'ils doivent me libérer. Et s'ils le font, je dois disparaître. Aidez-moi. Je vous aime beaucoup. » Vers la fin du procès, le procureur avança la théorie selon laquelle Kerry avait décidé de tuer Irène pour plusieurs raisons. Notamment en raison du vol de meubles et de bijoux, parce qu'elles avaient utilisé les mêmes aiguilles hypodermiques sans savoir qu'Irène était atteinte d'hépatite, et enfin parce qu'elle pensait qu'Irène était un informateur de la police. Cette version paraît logique, du moins si l'on ne tient pas compte du témoignage du mari d'Irène, resté inflexible, qui affirmait avoir personnellement vu la jeune femme un mois après son prétendu assassinat. C'est cette circonstance qui, selon moi, rend cette affaire particulièrement singulière. En réalité, les autorités ne disposaient que des aveux de Cheryl et de Mark, ainsi que des témoignages de criminels. Et, de toute évidence, ces personnes ne pouvaient tout simplement pas être considérées comme des témoins fiables. Malgré cela, les 3 accusés furent reconnus coupables du meurtre d'Irène May. Cheryl Ann Baker fut condamnée à 15 ans de prison. Mark Lee Tompkins fut condamné à 25 ans de prison. Quant à Kerry Lynn Dalton, elle fut condamnée à mort. Le président du jury déclara que le verdict avait été rendu en raison de la nature de l'infraction. Et malgré l'absence de preuves matérielles significatives pour étayer la thèse de l'accusation, le jury estima que les nombreuses déclarations des témoins étaient plus que suffisantes pour parvenir à un tel verdict. Il est également important de noter que l'homme connu uniquement sous le nom de George n'a jamais été retrouvé. Il en va de même pour les restes d'Irène May. Kerry Lynn Dalton est toujours dans le couloir de la mort et continue de clamer son innocence. Sa sœur, Victoria Ann Thorpe, la soutient sur son blog. Convaincue de l'innocence de sa sœur, elle a même écrit un livre dans lequel elle tente de démontrer cette innocence. Cette affaire est considérée comme particulièrement étrange pour de nombreuses raisons par plusieurs observateurs.
L'une d'entre elles est qu'une personne a été reconnue coupable malgré l'absence de preuves matérielles. Je me demande s'il s'agit d'une pratique courante dans ce genre d'affaires ou plutôt d'une exception à la règle. Beaucoup ont également trouvé étrange que Bobby May ait affirmé avoir vu Irene en juillet 1988, soit environ un mois après son prétendu assassinat. Il convient également de mentionner que les voisins de Joanne, dans la caravane, n'ont pas entendu de cris ce matin-là. Toutefois, l'absence de cris pourrait s'expliquer par l'utilisation du savon qui aurait servi à bâillonner la jeune femme disparue. L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui a profondément marqué une époque en Argentine. Cette histoire criminelle a inspiré plusieurs films, une série télévisée, de nombreux ouvrages et des centaines de reportages journalistiques. Les protagonistes de cette affaire sont les membres de la famille connue sous le nom de Clan Puccio, ainsi que quelques-uns de leurs complices. Cette organisation criminelle structurée était dirigée par Archimedes Puccio, patriarche autoritaire et chef de famille. Archimedes Rafael Puccio est né le 14 septembre 1929 dans la ville de General Pico, située au nord-est de la province de La Pampa, en Argentine. Il était l'aîné d'une fratrie de 6 enfants. Après avoir obtenu un diplôme de comptabilité à la faculté des sciences économiques, il a entamé une carrière diplomatique en tant que vice-consul au ministère des Affaires étrangères. Très jeune, il a ainsi participé à plusieurs missions officielles en Europe. En 1973, il a intégré l'école supérieure d'administration politique. Bien qu'il n'ait quasiment aucune connaissance en matière de sport, il a été nommé vice-ministre des Sports de la municipalité de Buenos Aires. Par ailleurs, Archimedes a appartenu au bataillon de reconnaissance connu sous le nom de 601, une unité tristement célèbre pour son action pendant la Sale Guerre. Ses membres auraient été impliqués dans l'enlèvement et l'assassinat de centaines de personnes. Il était également affilié à l'Alliance anticommuniste argentine et engagé dans le mouvement nationaliste. Pourtant, aux yeux de ses voisins, il apparaissait comme un homme discret, courtois et sans prétention, que l'on voyait parfois balayer calmement le trottoir devant sa maison. Certains affirmaient même que cette habitude relevait d'une forme d'obsession, ou peut-être d'un rituel visant à vérifier que rien n'échappait à son contrôle et que personne ne l'observait. Archimedes a épousé Epifania Angeles Calvo, professeur de comptabilité et de mathématiques, né à Buenos Aires, le 5 octobre 1957. En 1958, leur premier enfant, Alejandro, vint au monde. 2 ans plus tard naquit Silvia, suivie 1 an après par Daniel. En 1963, ce fut Guillermo qui rejoignit la fratrie. 7 ans plus tard, la benjamine, Adriana, vint compléter la famille. Durant cette période, le couple fit l'acquisition d'une maison à 2 étages dans la banlieue aisée de San Isidro, près de Buenos Aires. Le rez-de-chaussée abritait un magasin familial spécialisé dans la vente d'équipements pour la pêche et les sports nautiques. La famille possédait également un petit bar situé dans un bâtiment voisin où le patriarche se réunissait régulièrement avec ses complices pour planifier les enlèvements à venir. Ces rencontres avaient l'apparence de discussions anodines entre amis, autour de la politique nationale, ou des résultats du dernier match de football. En réalité, elles servaient à mettre au point diverses opérations criminelles. Le bras droit d'Archimedes était son fils aîné, Alejandro, joueur de rugby professionnel, relativement connu pour avoir évolué au sein du club local Atlético San Isidro. Il convient de préciser que l'autre fils d'Archimedes, Guillermo, ne participait pas aux activités criminelles de la famille, puisqu'il avait émigré en Australie quelque temps avant les faits rapportés. Les principales actions liées à cette affaire se sont déroulées peu après la fin de la guerre dite des Malouines, qui s'est achevée en juin 1982. À cette époque, la situation en Argentine était particulièrement tendue et instable. Pour diverses raisons, Archimedes s'est retrouvé au chômage, ce qui l'a conduit à s'interroger sur les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. C'est dans ce contexte qu'il a pris la décision de se lancer dans une entreprise criminelle, l'enlèvement de personnes fortunées en vue d'obtenir une rançon. Après avoir obtenu le soutien de sa famille, il a repris contact avec d'anciennes connaissances et leur a présenté les grandes lignes de son projet. Le premier associé d'Archimedes fut Rodolfo Franco, un colonel à la retraite âgé de 76 ans, mis hors service en 1955 après avoir participé à un coup d'État militaire. À la suite de sa démission, il prit la fuite pour échapper à la justice argentine, d'abord en Uruguay, puis au Brésil, avant de revenir au pays quelques années plus tard.
Rodolfo s'avéra être un élément précieux au sein du clan Puccio, dans la mesure où il disposait encore d'un accès direct aux armes et entretenait des liens étroits avec certaines branches des forces de l'ordre. Le deuxième complice était Fernandez Laborda, 42 ans, ancien agent des services de renseignement nationaux, militant du mouvement Nouvelle Argentine et de la résistance péroniste. Le péronisme constitue une idéologie politique singulière, directement associée aux principes et aux politiques du président Juan Perón. Enfin, le troisième associé se nommait Roberto Diaz, 44 ans, mécanicien de formation, promu superviseur de la maintenance dans une concession automobile de la ville. Roberto collaborait volontiers avec des chefs de gangs locaux, lesquels incendièrent volontairement des véhicules afin de percevoir des indemnités d'assurance. Ce qui unissait ces trois complices, c'était leur orientation politique commune. Tous appartenaient à la droite péroniste. Mais à cette convergence idéologique s'ajoutait désormais une cause plus lucrative, l'enlèvement de personnes contre rançon. Ces opérations furent longuement mûries et méticuleusement planifiées. Au bout d'un certain temps, le nom de la première victime fit surface. Il s'agissait d'un homme nommé Ricardo Manoukian, un homme d'affaires influent et propriétaire d'une chaîne de supermarchés. Manoukian connaissait Alejandro, le fils aîné d'Archimédès. Il leur arrivait de faire du bateau ensemble et de passer du temps lors de sorties amicales. Malheureusement, cette relation n'empêcha pas l'homme d'affaires d'être enlevé. Ricardo poursuivait sa vie comme à l'accoutumée, sans se douter qu'il était suivi chaque jour et que chacun de ses déplacements était scrupuleusement observé, qu'il s'agisse de ses allées et venues au bureau ou de ses visites chez sa maîtresse. L'enlèvement eut lieu le jeudi 22 juillet 1982. Ricardo monta dans sa voiture pour rejoindre des membres de sa famille dans un restaurant de la ville. En chemin, son véhicule fut intercepté par une Ford Falcon. 3 hommes cagoulés et armés en descendirent. Archimédès Puccio, Rodolfo Franco et Fernandez Laborda. Ils ouvrirent brusquement la portière du véhicule, saisirent Manoukian de force et le traînèrent hors de la voiture. Ils lui attachèrent les poignets, lui enfoncèrent un sac épais sur la tête, puis le conduisirent au domicile de la famille Puccio. C'est peut-être à cet instant précis que le sort de Ricardo Manoukian fut définitivement scellé. Archimédès le fit monter par l'escalier en colimaçon jusqu'au premier étage, où il l'enferma dans une salle de bain préalablement aménagée. Cette pièce, pourtant désignée comme une salle d'eau, ressemblait davantage à une chambre de torture tout droit sortie d'un film d'horreur. Les murs étaient entièrement tapissés de journaux, tandis que le sol et le plafond étaient recouverts de bâches en polyéthylène. C'est dans cette pièce sinistre que Ricardo Manoukian passa les 11 jours suivants. Le lendemain, Archimédès contacta la famille de Ricardo depuis une cabine téléphonique et entama les négociations. Pendant ce temps, l'otage était surveillé par Alejandro, le fils aîné d'Archimédès, qui connaissait personnellement Ricardo. La famille de la victime exigea une preuve de vie. Archimédès contraignit alors Manoukian à rédiger une lettre à ses proches. Dans ce message, Ricardo leur demandait de suivre scrupuleusement les instructions des ravisseurs et de ne rien signaler à la police. Il affirmait qu'il allait bien, qu'il recevait de l'eau et qu'on le nourrissait de riz et de poulet. Archimédès déposa cette lettre dans les toilettes d'un bar. Quelque temps plus tard, après s'être assuré que la lettre avait bien été récupérée et lue, il reprit contact avec la famille afin d'exiger une rançon de 250 000 $. Il communiqua également les adresses où seraient glissées les instructions relatives à l'échange. Ces instructions étaient inscrites sur de petits morceaux de papier, dissimulés à l'intérieur de canettes de bière vides, elles-mêmes déposées dans des boîtes aux lettres. Celles-ci avaient été réparties à des emplacements soigneusement choisis dans toute la ville. Quelques jours plus tard, Guillermo Manoukian, le frère de Ricardo, suivit les instructions et déposa une mallette noire contenant la rançon sur les marches de la cathédrale de San Isidro, à quelques rues seulement de la maison des Puccio, celle dans laquelle, au fond d'une salle de bain transformée, le captif était toujours retenu. Le jour même, Guillermo reçut un appel d'Archimédès, qui l'informa qu'il comptait libérer Ricardo le lendemain matin. En réalité, Alejandro, chargé d'apporter à boire et à manger à l'otage, craignait que Manoukian ne l'eût reconnu. Dès lors, une fois la somme exigée obtenue, les criminels décidèrent de modifier leur plan initial et d'éliminer Ricardo d'une manière radicalement différente. Ils lui administrèrent des somnifères, transportèrent son corps hors de la salle de bain et le déposèrent dans le coffre d'une voiture.
Puis ils prirent la route en direction d'un lieu isolé, ouvrirent le coffre et abattirent l'otage de 3 balles. Le tireur aurait été Laborda. Il existe toutefois une autre version, selon laquelle chacun des complices aurait tiré une fois, afin de partager la responsabilité du meurtre dans une sorte de rituel collectif. Le corps fut ensuite jeté à terre, et les criminels placèrent à ses côtés une machine à écrire, celle-là même qui avait servi à rédiger les messages adressés à la famille de la victime. Plusieurs heures plus tard, les proches de Ricardo étaient toujours réunis autour du téléphone, attendant le dernier appel, celui par lequel les ravisseurs devaient annoncer que Ricardo avait été relâché. Enfin, l'appareil sonna. Mais à l'autre bout du fil, ce n'était pas la voix grave et glaciale d'Archimédès que l'on entendit, mais celle d'un policier, qui annonça que le corps de Ricardo venait d'être retrouvé, abandonné sur la rive d'un ruisseau. Ainsi, en l'espace de 11 jours, un groupe criminel organisé avait empoché une rançon et ôté la vie à un homme. Bientôt, ce fut au tour de la victime suivante, un homme de 25 ans nommé Eduardo Hall. Ingénieur industriel, relativement jeune marié, il venait tout juste d'apprendre qu'il venait d'être nommé président de l'usine sidérurgique fondée par son père, Florencio Hall. L'enlèvement eut lieu le 5 mai 1983. Comme chaque matin, Eduardo quitta son domicile pour se rendre au travail, mais n'y arriva jamais. Sa famille le chercha partout, en vain, aucune trace. Il semblait s'être littéralement volatilisé. Quelques jours plus tard, le père du jeune homme reçut un appel d'Archimédès qui l'informa qu'Eduardo avait été enlevé et lui ordonna d'attendre un prochain appel pour recevoir des instructions détaillées. Pendant ce temps, le jeune homme était séquestré dans un placard exigu, aménagé dans le bureau même de son ravisseur. L'enlèvement s'était déroulé selon un mode opératoire similaire à celui de Ricardo Manoukian. Quelques heures plus tard, Archimédès recontacta Florencio Hall et réclama une rançon de 350 000 $, ainsi que des preuves écrites attestant qu'Eduardo était toujours en vie. Il s'agissait de lettres manuscrites rédigées par le jeune homme lui-même, l'une adressée à son père, l'autre à son épouse. Dans ces lettres, Eduardo soulignait que l'argent va et vient, mais que la vie, elle, peut s'interrompre à jamais. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis le dernier appel, et les parents de la victime n'avaient toujours pas versé la rançon. Archimédès décida alors d'en réduire le montant à 200 000 $, puis suspendit tout contact avec la famille Hall pendant 1 semaine, préférant attendre une évolution de la situation. Durant ce laps de temps, les proches d'Eduardo demeurèrent sans la moindre nouvelle. Ils ignoraient s'il était encore en vie. Finalement, le ravisseur réapparut, mais cette fois-ci en s'adressant directement à l'épouse d'Eduardo. Il abaissa de nouveau le montant exigé, le ramenant à 100 000 $. Il convient de souligner que la conversation entre Archimédès et Madame Hall tourna mal dès les premières minutes. La jeune femme insultait son interlocuteur à chaque phrase. Elle déclara qu'elle ne connaîtrait pas la paix tant qu'il ne serait pas derrière les barreaux et proféra de nombreuses autres menaces. Loin d'être intimidé, Archimédès se montra intrigué par cette attitude. Il eut le sentiment qu'elle le défiait ouvertement. Dès lors, il commença à la harceler par téléphone, l'appelant jusqu'à 6 fois par jour, parfois au cœur de la nuit, parfois dès l'aube. Plus troublant encore, lors de certains appels, il décrivait avec précision les vêtements que portait la jeune femme, ainsi que la pièce dans laquelle elle se trouvait. Cela laissait entendre qu'Archimédès surveillait lui-même le domicile de sa victime ou qu'il avait chargé l'un de ses complices de le faire. Finalement, 2 semaines après l'enlèvement, la famille du jeune homme s'acquitta de la rançon. En vain. Eduardo était déjà mort. Tout s'était déroulé exactement comme dans le cas de Ricardo. Les proches de la victime l'attendirent pendant des heures, mais il ne revint jamais. À ce jour, on ignore encore à quel moment les ravisseurs ont pris la décision de le tuer. On suppose toutefois que l'exécution aurait eu lieu le 4e jour de sa séquestration. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'ils l'ont conduit en voiture jusqu'à un champ, où un maçon engagé par Archimédès avait creusé un puits, celui qui allait devenir la tombe d'Eduardo Hall. À la suite de cette affaire, des tensions commencèrent à apparaître au sein du groupe criminel. Les relations entre les membres se dégradèrent progressivement, principalement parce qu'Archimédès s'octroyait une part bien plus importante de la rançon, persuadé qu'il accomplissait l'essentiel du travail. Malgré ce déséquilibre flagrant, aucun des complices n'osa véritablement remettre en cause son autorité. En juin 1984, le clan Puccio prit pour cible une nouvelle victime. Un jeune homme d'affaires nommé Emilio Naum, marié à Alicia Betty, avec qui il avait 2 filles. Selon le nouveau plan,
Les ravisseurs devaient intercepter le véhicule d'Emilio, le contraindre à en sortir, puis le forcer à monter dans le coffre. Ensuite, comme lors des enlèvements précédents, ils prévoyèrent de le conduire jusqu'au domicile d'Archimédès pour entamer les négociations. Mais rien ne se passa comme prévu. Le matin de l'enlèvement, Archimédès tenta de bloquer la route d'Emilio avec sa propre voiture. Le jeune homme, visiblement méfiant, comprit qu'un danger le menaçait. La tentative échoua. Un moment de panique s'ensuivit et la situation dégénéra rapidement. Pris de court, les ravisseurs abattirent Emilio sur place avant de prendre la fuite. Avant de quitter les lieux, ils essuyèrent soigneusement le véhicule de la victime afin d'effacer toute empreinte digitale. L'échec de cette opération ébranla profondément les membres du groupe. Pourtant, l'enquête policière n'aboutit jamais. Bien que le crime se fût déroulé en pleine rue, aucun témoin ne put être identifié. Les autorités formulèrent alors les hypothèses les plus hasardeuses. Certains avancèrent qu'Emilio était proxénète ou qu'il transportait des substances illicites. D'autres parlèrent d'un règlement de compte. Une des pistes les plus absurdes évoqua même un meurtre commis par son épouse. Mais Alicia, la veuve d'Emilio, refusa de rester passive. Elle lança sa propre enquête et retrouva rapidement un témoin oculaire capable de décrire la scène en détail, y compris les vêtements portés par les agresseurs. Selon lui, l'un d'eux portait un costume gris mal repassé. Cet homme n'était autre qu'Archimédès. Quelque temps plus tard, la veuve d'Emilio reçut un appel menaçant du chef du clan criminel. Celui-ci l'informa que son défunt mari lui devait une importante somme d'argent qui, avec les intérêts, s'élevait à 350 000 $. Il ajouta que, si elle refusait de payer, il n'hésiterait pas à s'en prendre à ses filles. Le ravisseur ne voulait pas renoncer à l'argent, estimant avoir consacré beaucoup de temps à l'organisation de l'enlèvement et à la surveillance de sa cible. Effrayée, Alicia choisit une autre voie. Elle contacta un juge qu'elle connaissait, lequel la mit en relation avec 2 agents de la section extorsion et fraude de la police fédérale argentine. Suivant les instructions des autorités, elle se rendit au lieu indiqué par le maître chanteur, accompagné des policiers, avec sur elle une somme d'argent destinée à servir de leurre. Mais Archimédès ne se présenta pas. Il est probable que l'un des policiers corrompus l'ait averti du piège tendu. Alicia n'eut alors d'autre choix que de quitter le pays. Le lendemain, elle s'envola pour Rio de Janeiro avec ses 2 filles. Délibérément, elle ne parla de son départ à presque personne. Durant son absence, c'est sa femme de ménage qui veillait sur la maison. Selon cette dernière, le jour même du départ d'Alicia et des enfants, le téléphone sonna. Lorsqu'elle décrocha, elle entendit à l'autre bout du fil de la musique brésilienne. La prochaine victime du clan Puccio devait être Nélida Bolini, une femme de 58 ans, propriétaire de plusieurs des plus grands concessionnaires automobiles et entreprises de pompes funèbres d'Argentine. Outre les motivations financières, les membres du clan criminel nourrissaient d'autres raisons de vouloir la faire disparaître. Archimédès et ses complices soupçonnaient Nélida, ainsi que ses enfants, d'entretenir des relations commerciales avec leur ennemi idéologique, un certain Eduardo Macera. Officier de haut rang et homme d'État influent, Macera faisait partie de la junte militaire qui dirigeait alors l'Argentine. Le 23 juillet 1985, les ravisseurs interceptèrent Nélida dans la rue, lui couvrirent à la tête d'un sac, la forcèrent à monter dans une camionnette et la conduisirent directement à la maison des horreurs. Elle fut la première détenue à être enfermée dans une cellule récemment aménagée au sous-sol de la maison familiale des Puccio. Comme dans la salle de bain où avait été retenu Ricardo Manoukian, les murs étaient recouverts de journaux. Le sous-sol ne contenait qu'un lit de camp, un ventilateur et une botte de paille. Les ravisseurs souhaitèrent faire croire à Nélida qu'elle se trouvait dans un village éloigné de la ville. La cave dans laquelle elle était enfermée n'était accessible que par la cour intérieure de la maison. Ce passage était presque toujours dissimulé sous divers objets, tels que des bouteilles de vin et des outils. Le lendemain, Archimédès appela les fils de la femme enlevée et réclama une rançon de 500 000 $. Ceux-ci contactèrent immédiatement la police. Les forces de l'ordre mirent rapidement en place un dispositif de traçage des appels et commencèrent à surveiller la ligne téléphonique. Pendant ce temps, les jours passaient. Nélida, affamée, était toujours retenue dans la même pièce humide et sombre. Un jour, l'un de ses ravisseurs lui demanda si elle aimait le riz et le poulet. Lorsqu'elle répondit que oui, il versa dans ses mains une poignée de riz cru, y plaça un os de poulet
puis s'éloigna en riant longuement. Nélida perdit toute notion du temps. Elle ne savait plus depuis combien de jours elle était enfermée, ni s'il faisait jour ou nuit. Par moments, elle se demandait si elle n'était pas déjà morte. Elle devait faire ses besoins dans un seau, vidé une fois par jour. La plupart du temps, elle était maintenue sous sédatifs et ne recevait pratiquement rien à manger. De son côté, Archimédès poursuivait ses appels aux enfants de la victime, exigeant le paiement de la rançon, sans se douter que toutes ces conversations étaient désormais écoutées par les enquêteurs. C'est ainsi que la police découvrit que la majorité des appels provenaient de téléphones situés dans un seul et même quartier. 32 jours plus tard, les proches de la victime et les ravisseurs parvinrent finalement à un accord sur le montant de la rançon, ainsi que sur la date et le lieu de la remise. Le 23 août 1985, Archimédès, accompagné de ses complices, se rendit à l'endroit convenu pour récupérer l'argent. À peine sortis de leur véhicule et après avoir fait quelques pas, les malfaiteurs furent encerclés par des policiers armés qui leur ordonnèrent de se coucher au sol. Allongé, tenu en joue, Archimédès tenta d'improviser. Il se mit à crier que sa maison était remplie de dynamite, que toute intrusion provoquerait une explosion et que tout sauterait. Mais ces menaces arrivèrent trop tard. Presque au même moment, un groupe de 45 agents de police pénétrait déjà dans la maison. Tandis qu'ils fouillaient les lieux, le reste du groupe fut arrêté un à un, y compris Alejandro, qui se trouvait chez sa petite amie, en train de regarder un film. La femme enlevée fut retrouvée peu après dans une pièce spécialement aménagée au sous-sol. Lors de la perquisition menée dans la propriété des Puccio, les voisins se rassemblèrent autour de la maison. Beaucoup avaient du mal à croire que des crimes aussi brutaux et atroces avaient pu être perpétrés dans la demeure d'une famille aisée de San Isidro. Quelques heures plus tard, au cours de l'inspection du bureau du chef de famille, la police découvrit 2 mitrailleuses, une carabine équipée d'une lunette de visée, plusieurs radios, 4 masques, un ouvrage intitulé « Le manuel du kidnappeur », ainsi qu'un carnet contenant les noms de futures victimes. C'est ainsi que l'on apprit que le clan projetait d'enlever au moins 10 autres personnes. Le nom du prochain prisonnier prévu, un homme d'affaires actif dans le secteur de la pêche, était déjà marqué d'une croix. Mais ce nouveau crime ne devait jamais avoir lieu. Le clan Puccio venait de tomber. Au poste de police, Alejandro Puccio déclara qu'il ne savait rien et surtout qu'il n'était en rien impliqué dans les activités de son père. Il affirma que les policiers l'avaient torturé afin de lui faire porter la responsabilité de certains crimes. De nombreux amis du jeune homme prirent sa défense et confirmèrent ses propos lors de leurs échanges avec les médias. Ils répétèrent à maintes reprises qu'Alejandro était probablement l'homme le plus gentil et le plus aimable de tout le pays. D'après les personnes interrogées, il est même possible qu'il n'ait jamais su que plusieurs personnes avaient été retenues contre leur gré, pendant de longues périodes, dans la maison familiale. Archimédès, quant à lui, se montra bien plus laconique dans ses déclarations aux autorités et à la presse. Il se contenta de répéter inlassablement la même phrase « Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à voir avec les enlèvements ». Dans le même temps, les médias recueillirent les témoignages de proches des personnes enlevées. Alicia Betty, l'épouse d'Emilio Naum, exprima son indignation en déclarant que les membres de la sinistre famille Puccio avaient d'abord ôté la vie à son mari, avant de lui extorquer de l'argent, ce qui l'avait contrainte à quitter le pays pendant un certain temps. Guillermo Manoukian, le frère de Ricardo, se déclara convaincu que ces individus, membres du clan criminel, étaient directement impliqués dans l'enlèvement et le meurtre brutal de son frère. Il ajouta que si ces criminels venaient un jour à être relâchés, ils tueraient à nouveau, sans le moindre doute. L'épouse d'Archimédès, Epifania, ainsi que ses filles, bien qu'arrêtées dans un premier temps, furent relâchées par la suite, faute de preuves suffisantes à leur encontre. De leur côté, Fernandez Laborda, Rodolfo Franco et Roberto Diaz, directement impliqués dans les enlèvements, décidèrent presque aussitôt de passer aux aveux et furent condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Quelques jours après leur arrestation, ils conduisirent les autorités jusqu'à l'endroit où Eduardo Olé avait été enterré. Le maçon qui avait creusé le puits, devenu la tombe du jeune homme, fut également arrêté. Bien qu'il ait tenté de justifier ses actes en affirmant qu'il construisait le puits à d'autres fins, les autorités rejetèrent cette version. Fernandez Laborda déclara plus tard qu'il regrettait de ne pas avoir tué Archimédès. Il affirma qu'il avait sa propre vérité, mais que celle-ci ne l'avait jamais quitté. En dehors de cette déclaration et de sa confession initiale, il ne prononça plus un mot.
En 2020, il fut victime d'un accident vasculaire cérébral, perdit l'usage de la parole et mourut seul, sous surveillance constante. L'un des avocats de Laborda fut Alberto Fernandez, l'actuel président de la République argentine. Alejandro Puccio, fils et bras droit d'Archimedes Puccio, fut finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1985. Par la suite, il épousa une femme qui lui avait écrit pendant longtemps depuis l'extérieur. Il mourut en 2008 des suites de complications liées à une pneumonie. Archimedes Puccio fut lui aussi condamné à la réclusion à perpétuité en 1985. Durant son incarcération, il géra la bibliothèque de la prison, apprit un nouveau métier et devint avocat. En 2008, après 23 années de détention, il fut libéré de manière anticipée. Une fois dehors, il se fiança à sa première cliente, une femme de 48 ans prénommée Graciela. Il mourut à l'âge de 84 ans, des suites de complications provoquées par un accident vasculaire cérébral, et passa les dernières années de sa vie dans la maison d'un pasteur évangélique à General Pico, sans jamais reconnaître ses crimes. Le corps d'Archimedes demeura à la morgue de la ville pendant une semaine, sans qu'aucune disposition ne soit prise pour organiser ses funérailles. La police contacta sa nièce afin qu'elle prenne en charge la veillée funèbre et l'enterrement, mais celle-ci refusa catégoriquement. Elle se contenta de récupérer quelques effets personnels du défunt, des livres, des magazines et des manuscrits. Les vêtements d'Archimedes, ainsi que son téléphone portable, furent enterrés avec son corps dans le cimetière de la ville de General Pico, dans une section que les fossoyeurs locaux appellent le lieu des oubliés. Les tombes y sont toutes identiques et ne se distinguent que par les inscriptions gravées sur les pierres. En réalité, il s'agit d'une vaste fosse commune. Aucune personne ne se présenta aux funérailles de l'ancien chef du clan criminel. Lors de leur dernière conversation téléphonique, son ex-épouse Epifania lui déclara froidement qu'elle lui souhaitait une mort rapide. Quelques jours après cet appel, Archimedes apprit que sa fille Sylvia était morte d'un cancer. Il tenta alors de renouer le contact avec elle, mais elle lui répondit qu'elle comptait changer de numéro de téléphone pour qu'il ne puisse plus jamais la joindre. L'ex-épouse d'Archimedes, Epifania, est aujourd'hui âgée de 91 ans. Elle porte toujours le nom de famille Puccio. La justice argentine n'est jamais parvenue à prouver son implication dans les enlèvements. Adriana, la plus jeune fille d'Epifania et d'Archimedes, avait 15 ans au moment des faits. Il est peu vraisemblable qu'elle ait pu ignorer ce qui se passait dans la maison familiale. Elle travaille aujourd'hui dans la vente de bateaux. On sait très peu de choses sur Guillermo Puccio. Il aurait quitté l'Argentine pour l'Australie dès qu'il aurait soupçonné son père et son frère de préparer quelque chose d'illégal. Il ne serait revenu au pays qu'en 2020. En septembre 2000, Daniel Puccio fut arrêté par les autorités brésiliennes pour usage de faux documents. En 2015, le réalisateur argentin Pablo Trapero réalisa le film Le Clan, inspiré de l'histoire criminelle de la famille Puccio. Cette œuvre devint le film le plus rentable de l'année en Argentine. L'histoire du clan Puccio constitue un nouveau chapitre dans la mémoire d'une période sombre et violente de l'histoire argentine. Carlos Robledo Puch est né le 19 janvier 1952 dans la ville de Buenos Aires, au sein de la famille de Victor Robledo Puch et Josefa Aida Abendac. Son père, Victor, était un homme simple qui, malgré l'absence de diplôme universitaire, était parvenu à décrocher un emploi respectable en tant qu'inspecteur de contrôle dans la célèbre entreprise General Motors. Sa mère, Josefa, était femme au foyer. Née en Allemagne, elle s'était installée en Argentine après la Seconde Guerre mondiale. À l'âge de 28 ans, elle fit la connaissance de Victor et, peu de temps après, ils officialisèrent leur union. Josefa nourrissait un profond désir de maternité. Pendant 2 ans, elle et Victor tentèrent de concevoir un enfant, mais toutes leurs tentatives demeurèrent infructueuses. Alors qu'ils étaient sur le point de perdre espoir, elle réussit finalement à tomber enceinte. C'est ainsi que naquit Carlito, un joli garçon roux à la peau claire, qui ressemblait davantage à sa mère qu'à son père, un homme aux cheveux noirs et aux yeux légèrement bridés. À l'âge de 5 ans, le petit Carlito, ainsi que l'appelèrent ses proches, entra à l'école maternelle. Il se comportait bien mais restait un enfant plutôt réservé. En parallèle, il fréquentait régulièrement l'église ainsi que le conservatoire de musique où il apprit le piano pendant 4 ans. Par la suite, Carlos intégra l'école primaire. Il aimait lire et montrait des aptitudes en mathématiques, mais il éprouvait peu d'intérêt pour l'apprentissage en général.
Il obtenait donc souvent de mauvais résultats, ce qui le contraignit à redoubler une année. À l'âge de 11 ans, il commença à voler des bonbons au kiosque de l'école et parfois même à ses camarades de classe. Carlos termina difficilement l'école primaire puis fut inscrit dans un établissement technique à San Fernando où il apprit à se servir d'un chalumeau et à travailler le bois. Cependant, ses difficultés scolaires persistèrent, ce qui entraîna un nouveau transfert, aggravant encore davantage sa situation. À 15 ans, il vola 1500 pesos dans le bureau du secrétaire de l'école et fut renvoyé en disgrâce. Ses parents prirent alors la décision de ne plus le scolariser, convaincus que les études n'avaient plus d'utilité dans son cas. Carlito leur promit de chercher du travail, mais il devint de plus en plus rebelle et s'opposa à leur autorité. La nuit, il déambulait dans les rues, brisant les lampadaires, incendiant des poubelles et mettant le feu aux boîtes aux lettres de ses voisins. Le 15 décembre 1968, un événement marqua un tournant décisif dans la vie du jeune homme. Ce jour-là, il s'introduisit dans le garage d'un ancien champion argentin et sud-américain de motocyclisme dont il vola la moto. Pendant quelque temps après le vol, il parcourut le quartier en exhibant fièrement le 2 roues à ses connaissances. Carlos fut rapidement interpellé et conduit au poste de police. Lors de son audition, il avoua avoir déjà commis plusieurs vols. En conséquence, le tribunal ordonna son placement dans un centre de détention pour mineurs. Ses parents firent tout leur possible pour dissimuler cette affaire à leur entourage dans le but de préserver l'image respectable de la famille. Au bout d'un certain temps, ils furent autorisés à le ramener chez eux. Le directeur de l'établissement déclara que durant sa détention, Carlos ne s'était lié d'amitié avec aucun autre pensionnaire. Au cours d'un entretien personnel, le garçon confia au directeur qu'il n'entretenait plus aucune relation avec ses parents, car il avait le profond sentiment de ne pas être compris par eux. À l'âge de 17 ans, Carlos s'inscrivit dans un institut. Il tenta de faire des efforts sur lui-même, de suivre les cours avec sérieux et d'abandonner ses mauvaises habitudes, notamment le vol. C'est dans cet établissement qu'il fit la connaissance d'un jeune homme nommé Jorge Antonio Ibáñez. Ce dernier lui confia qu'il s'introduisait la nuit dans une église pour y dérober les offrandes laissées par les paroissiens. Peu à peu, les deux garçons se lièrent d'amitié et décidèrent qu'un jour, ils réaliseraient ensemble un coup. À partir de ce moment-là, leur comportement se détériora considérablement. Ils se moquaient de leurs professeurs, remettaient constamment en cause leur autorité et provoquaient des disputes quotidiennes avec les autres élèves. Ils finirent par être renvoyés de l'institut. Carlos et Jorge passaient alors tout leur temps libre ensemble. Carlito alla même jusqu'à rencontrer le père de Jorge, un homme au casier judiciaire chargé, qui lui apprit à tirer au pistolet dès leur première rencontre. À partir de ce jour, Carlos cessa pratiquement de rentrer chez lui, fatigué des règles strictes imposées par ses parents. Avec Jorge, ils ne faisaient ni études ni travail. Ils passèrent leur journée à imaginer qu'un jour, ils deviendraient millionnaires grâce à un grand braquage. En septembre 1970, un groupe de jeunes commença à planifier le cambriolage d'une bijouterie. Ils s'étaient jurés d'abattre quiconque se mettrait en travers de leur chemin, mais ils n'eurent finalement pas à passer à l'acte. Ils pénétrèrent dans la boutique par le toit, vidèrent toutes les vitrines, puis se rendirent à l'hôtel où logeait Ibáñez. Là, ils se partagèrent le butin en 2 parts égales. 2 semaines plus tard, les 2 jeunes hommes s'introduisirent dans un atelier de réparation automobile et volèrent 2 motos. Leur intention était de se rendre à Mar del Plata, une ville située à environ 400 km de Buenos Aires. En chemin, cependant, la moto que conduisait Carlos tomba en panne à cause d'un problème technique. Jorge s'arrêta pour l'aider, mais à ce moment-là, une voiture de patrouille passa à proximité. Les policiers s'adressèrent aux jeunes hommes et leur demandèrent leurs papiers. Comme ils n'en avaient pas, ils furent conduits au poste de police, où ils passèrent la nuit. Le lendemain matin, leurs empreintes digitales furent relevées. La police relâcha Carlos à condition qu'il revienne dans l'heure avec les documents des motos. Mais au lieu de cela, il prit un taxi, récupéra le butin du cambriolage de la bijouterie et partit seul à Mar del Plata. Sur place, il vendit une partie des bijoux et tenta de se faire discret. Il passait son temps à fréquenter les boîtes de nuit ou à flâner le long du littoral. Après quelque temps, il fit la connaissance d'un jeune homme prénommé Héctor Somoza. Pendant ce temps, Jorge Ibáñez passa plusieurs semaines au poste de police, jusqu'à ce que son père parvienne à obtenir sa libération. Jorge et son père étaient profondément en colère contre Carlos, qu'ils accusaient de trahison. Quelque temps plus tard, Jorge rencontra Carlos devant une pizzeria.
Ce dernier était accompagné de sa nouvelle connaissance, Hector. Carlos présenta les deux jeunes hommes et tous trois décidèrent d'aller ensemble au cinéma. Après la séance, Carlito et Jorge s'écartèrent pour discuter de leurs affaires, à l'abri des oreilles indiscrètes. Le duo criminel élabora alors un nouveau cambriolage, qu'ils mirent à exécution dès le lendemain. Ils forcèrent un coffre-fort dans une maison privée à l'aide d'un chalumeau et d'un tournevis. Le 15 mars 1971 marque le début sanglant de la carrière criminelle de Carlos. Avec George, il avait déjà cambriolé plusieurs boîtes de nuit. Cette fois, leur cible était un autre établissement, dont George avait été expulsé quelques jours plus tôt pour s'être battu avec le barman. Ils pénétrèrent sans difficulté à l'intérieur, y semèrent le désordre et volèrent plusieurs disques ainsi qu'un revolver de calibre 32. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter les lieux, Ibáñez remarqua que deux hommes dormaient dans l'une des chambres. Sans la moindre hésitation, Carlito tira une balle dans la tête de chacun d'eux. Les deux victimes étaient Pedro Mastronardi, le gérant de la boîte de nuit, et Manuel Godoy, le veilleur de nuit. Le 3 mai de la même année, le duo criminel cambriola un magasin de pièces détachées automobiles. Celui-ci se trouvait au rez-de-chaussée d'une maison privée où résidait la famille des propriétaires. Le chef de famille, un certain José, se réveilla au milieu de la nuit, alerté par des bruits de pas venant du rez-de-chaussée. Il sortit de son lit et tenta de comprendre ce qui se passait. Il ignorait qu'un des intrus se tenait dans l'ombre, juste derrière lui, braquant un pistolet sur sa tempe. À peine avait-il fait quelques pas que Carlos lui tira une balle dans la tête. Le bruit du coup de feu réveilla l'épouse de la victime, qui se mit immédiatement à crier. Carlos fit feu à 2 reprises sur elle, l'atteignant une fois à l'épaule et une autre fois au cou. Elle se tut et le tireur la crut morte. Les deux intrus prirent ensuite tout l'argent qu'ils purent retrouver dans la maison, puis disparurent, satisfaits de ce nouveau braquage réussi. Le 24 mai 1971, Carlos et George élaborèrent un nouveau plan. Cambrioler un supermarché en passant par une fenêtre située sur le toit. Une fois à l'intérieur du magasin, Carlos aperçut un agent de sécurité profondément endormi sur une table. L'homme, prénommé Juan Scatone, ne se réveilla pas, malgré le bruit causé par l'effraction. Les deux jeunes hommes auraient pu se contenter de mener leur vol à bien et de repartir sans encombre, mais cela ne leur suffisait pas. Carlos s'approcha du gardien, visa et tira à plusieurs reprises. Ils se dirigèrent ensuite vers le bureau du directeur, brisèrent la serrure de la porte à coups d'extincteur et s'emparèrent d'une somme d'argent considérable. Le 13 juin de la même année, George vola une voiture dans un parking sécurisé, épargnant le gardien de nuit, puis partit à la recherche de Carlos, qui buvait dans un bar. Alors qu'ils circulèrent dans le quartier, ils repérèrent une jeune fille qui allait devenir leur prochaine victime. Sous la menace d'une arme à feu, ils contraignirent Virginia Rodriguez, âgée de 16 ans, à monter dans leur véhicule, puis la conduisirent jusqu'à un endroit isolé, propice à leur crime. Une fois sur place, Ibáñez s'installa sur la banquette arrière et agressa sexuellement la jeune fille. Il la poussa ensuite hors de la voiture et lui dit qu'elle pouvait partir. Virginia tenta de fuir, mais Carlos la suivit discrètement. Lorsqu'il ne fut plus qu'à 3 mètres d'elle, il lui tira 5 balles dans le dos. Le 20 juin, jour de la fête des pères, les parents de Carlos le croisèrent par hasard dans la rue. Josefa se mit à le supplier de rentrer à la maison, et le jeune homme accepta, mais à une condition. Il demanda à sa mère de l'accompagner chez un concessionnaire automobile afin de lui acheter une voiture. Il affirma disposer de l'argent nécessaire, mais précisa que le véhicule devait être enregistré à son nom à elle. Le 24 juin, Carlos et George circulaient en voiture dans le quartier, comme ils en avaient l'habitude. Ibáñez aperçut une jeune femme qui marchait seule et qui attira immédiatement son attention. Il demanda à Carlos d'arrêter la voiture à sa hauteur, descendit du véhicule et, sous la menace d'un revolver, força Ana Maria, âgée de 23 ans, à monter à bord. Les deux hommes se rendirent ensuite dans un lieu isolé, le même où ils avaient déjà tué une autre jeune femme. Jorge tenta de la déshabiller, mais elle se débattit violemment. Il finit par abandonner et lui dit qu'elle pouvait partir. Ana Maria sortit précipitamment du véhicule et parvint à courir sur quelques mètres avant que sa vie ne soit interrompue. Sans la moindre émotion, Carlos lui tira dessus à 7 reprises. Le 9 juillet, la mère de Carlito l'accompagna chez un concessionnaire automobile afin de lui fournir l'aide promise pour l'achat d'une voiture. Tandis qu'elle signait divers documents, son fils ne cessait de jeter des regards insistants en direction du coffre-fort situé dans l'un des bureaux.
Un mois plus tard, les deux comparses roulaient à bord de leur nouveau véhicule et projetaient un nouveau braquage de supermarché. Cependant, ce plan ne vit jamais le jour car peu de temps après, Carlos percuta de plein fouet un taxi en stationnement sur le bord de la route. Jorge Ibáñez fut tué sur le coup. Carlos, qui conduisait, s'en tira pratiquement indemne. Il s'empara alors de la carte d'identité de son compagnon et prit la fuite. La police classa l'affaire, concluant à un accident de la circulation. Pourtant, encore aujourd'hui, plusieurs versions continuent de circuler sur les véritables circonstances de l'incident. Selon la première, Carlito aurait délibérément percuté le taxi afin de provoquer la mort de son complice. La seconde avance qu'il aurait coupé l'arrivée d'oxygène de Jorge après l'accident, entraînant ainsi son décès. Quelques mois après l'accident, Carlos se rapprocha d'Héctor Somoza, un jeune homme de 17 ans qui devint peu à peu son bras droit. Héctor travaillait dans une boulangerie et éprouvait une profonde jalousie envers la vie aventureuse de son nouvel ami. Carlito lui confia presque tous les détails de ses crimes passés, à l'exception du nombre exact de ses victimes. C'est ainsi qu'un nouveau duo criminel vit le jour. Le 15 novembre 1971, les deux jeunes hommes commirent leur premier vol ensemble en s'introduisant dans un supermarché. Une fois à l'intérieur, Carlos assassina le veilleur de nuit, un certain Raoul qui dormait paisiblement dans une pièce annexe. Ensuite, les deux complices fouillèrent les lieux à la recherche d'un coffre-fort. Le cambriolage s'avéra toutefois infructueux. Ils ne trouvèrent pas un seul peso et ne repartirent qu'avec un téléphone. Carlos offrit l'appareil à Héctor, en précisant qu'il s'agissait d'un cadeau pour sa mère. 2 jours plus tard, le 17 novembre, les deux complices s'introduisirent dans une concession automobile après sa fermeture. Tout se déroula sans accroc jusqu'à ce qu'ils entendent une toux, celle du gardien de nuit. Carlos, fidèle à ses habitudes, s'approcha de l'homme et l'abattit à une distance d'environ 4 mètres. La victime, un vieil homme prénommé Juan, était à seulement quelques jours de la retraite. Il mourut sur le coup. Après cela, les jeunes hommes continuèrent à fouiller les lieux à la recherche d'argent. Ils ne trouvèrent que 90 000 pesos, une somme dérisoire pour l'époque. Carlos commença alors à penser que son nouveau partenaire lui portait malheur. 10 jours plus tard, les deux jeunes hommes se rendirent chez le concessionnaire automobile où Carlos avait acheté une voiture avec sa mère. Ils pénétrèrent dans les locaux principaux par une zone adjacente et se dissimulèrent rapidement dans l'ombre avant d'être repérés par Bienvenido Ferrini, le gardien de service. Carlos et Héctor s'approchèrent de lui par derrière. L'homme les supplia de lui laisser la vie sauve, mais en vain. Malgré ses implorations, il devint la 9e victime du jeune meurtrier. Carlos tira 3 balles sur lui, puis se dirigea vers le coffre-fort qu'il entreprit d'ouvrir à l'aide d'un chalumeau. Quelques heures plus tard, la porte céda, et les deux complices purent emporter 1,5 million de pesos. Héctor Somoza était sincèrement émerveillé par cette somme, lui qui n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. À la suite de ce cambriolage, les deux hommes décidèrent de prendre quelques jours de repos et de se tenir à l'écart de toute activité criminelle pendant 2 mois. Le 19 janvier 1972, sans le savoir, Carlos célébra son dernier anniversaire en liberté. Le 3 février, Héctor proposa à son complice de cambrioler une quincaillerie. Carlito accepta immédiatement. Après avoir pénétré dans le magasin ciblé, les deux jeunes hommes remarquèrent de nouveau la présence d'un gardien de nuit. Par une coïncidence funeste, ils surprirent Manuel Acevedo et lui tirèrent une balle dans la tête. Ils se dirigèrent ensuite vers le bureau pour forcer le coffre-fort à l'aide de leur chalumeau habituel. Le coffre étant particulièrement grand, ils durent y travailler pendant plusieurs heures. Finalement, les serrures cédèrent et la porte s'ouvrit. À l'intérieur, ils découvrirent plus d'1 million de pesos. Carlos commença à remplir lentement un sac avec l'argent. À ce moment précis, Héctor, qui se tenait derrière lui, pointa une arme dans son dos. On ignore s'il s'agissait d'une plaisanterie ou d'une véritable menace, car seul le récit de Carlito permet d'en juger. Selon ses dires, il sentit le canon contre son dos, se retourna instinctivement et frappa Héctor à la poitrine avec son coude. Ce dernier tomba à terre et lâcha son arme. Carlos sortit alors son propre revolver et tira sans hésitation, tuant son complice sur le coup. Quelques minutes plus tard, il trouva une bouteille d'alcool dans une autre pièce. Il en aspergea le corps d'Héctor, y jeta une allumette enflammée, puis utilisa un chalumeau pour brûler chacun de ses doigts ainsi que son visage, afin de rendre son identification plus difficile. Cependant,
Dans sa précipitation, Carlos oublia de fouiller les poches de la victime, où se trouvaient encore des documents d'identité, miraculeusement épargnés par les flammes. Quelques heures après l'incident, la police se présenta à la porte de la maison où vivait la mère d'Hector. C'est à ce moment-là que l'affaire commença à s'éclaircir. Les policiers informèrent la femme de la mort de son fils et lui demandèrent ce qu'il faisait ces derniers temps. Elle déclara que son fils passait tout son temps libre avec un jeune homme prénommé Carlos. Pendant ce temps, Carlito buvait tranquillement une bière dans un bar. 50 policiers étaient mobilisés pour le retrouver. Il fut finalement arrêté à son domicile. Le jeune homme niait connaître Hector, bien que ses vêtements et son visage soient couverts de cendres. Il affirma qu'il ne s'agissait que de saletés dues à sa moto, mais les enquêteurs ne le crurent pas. Il fut alors conduit au poste de police. Aucun des agents présents ne savait encore qu'ils avaient devant eux l'un des pires tueurs en série de l'histoire de l'Argentine. Il convient de préciser qu'à ce moment-là, la police ne disposait d'aucune preuve matérielle permettant d'inculper Carlos pour le meurtre de son complice. Le jeune homme fut placé en cellule d'isolement, déshabillé, puis attaché avec des cordes trempées. Il fut ensuite soumis à des tortures. Les enquêteurs lui infligèrent des décharges électriques sur la langue, les jambes et parfois même sur les parties génitales. Après quelques minutes de supplice, Carlos céda et avoua tout. Il décrivit en détail chacun de ses crimes, sans omission. Le 8 février, soit 4 jours après l'arrestation, tous les détails de l'affaire furent rendus publics. Il n'y avait pas un seul journal ni un seul magazine qui ne la mentionnait. La presse surnomma alors le jeune tueur « l'ange de la mort ». Ce surnom n'était guère surprenant car Carlos possédait véritablement l'apparence angélique d'un petit garçon. Les parents du criminel furent immédiatement la cible d'une vague ininterrompue de critiques de la part de la société. On les accusa, on chercha à leur faire porter l'entière responsabilité. Certains journaux allèrent jusqu'à écrire que Josefa n'avait pas donné naissance à un être humain, mais à un démon incarné, soulignant qu'elle n'avait jamais su remplir son rôle de mère. En juillet 1973, Carlos réussit à s'évader de prison. Il simula une crise d'asthme et, accompagné d'un autre détenu, fut conduit à l'infirmerie. Profitant d'un moment d'inattention du personnel, les deux prisonniers tentèrent de s'échapper. Carlos avait auparavant confectionné une corde en nouant des draps qu'il utilisa pour escalader l'un des murs d'enceinte de l'établissement. Ce matin-là, un épais brouillard enveloppait la ville, rendant difficile la surveillance depuis les miradors. Malgré cela, un gardien distingua la silhouette du complice de Carlos sur le mur et ouvrit le feu avec une rafale de mitraillettes, empêchant ainsi sa fuite. Carlos, quant à lui, parvint à s'éloigner mais fut rapidement rattrapé. 3 jours plus tard, il fut retrouvé endormi à bord d'un bateau de plaisance, amarré dans un port, par 2 policiers en civil. Ceux-ci lui demandèrent son identité sans même sortir leurs armes. Affaibli, affamé et visiblement épuisé, Carlos leur répondit calmement qu'il était bien l'homme qu'ils recherchaient. Il fut alors interpellé et menotté sans résistance. Le 4 août 1980, le procès débuta enfin et se déroula en plusieurs étapes. Au cours de cette période, une centaine de témoins furent entendus. En novembre de la même année, Carlos Robledo Puch fut reconnu coupable. 36 chefs d'accusation furent retenus contre lui. 10 pour meurtre avec circonstances aggravantes, 1 pour meurtre simple, 16 pour vol aggravé, 2 pour viol, 2 pour enlèvement et 5 pour vol simple. En raison de la gravité des faits, il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Surnommé l'ange de la mort, il fut ensuite transféré dans la tristement célèbre prison de Sierra Chica, où il a passé la majeure partie de sa vie. Josefa, la mère du criminel, est décédée en 1993. Selon certaines rumeurs, elle se serait suicidée. Elle était la seule personne qui rendait encore visite à Carlos de temps à autre. En 2005, le père de celui-ci est également décédé. Depuis, Carlos est officiellement seul. Plus personne ne l'attend à l'extérieur. À ce jour, il a passé plus de 50 ans en détention. Il a ainsi dépassé le record de Charles Manson, qui avait passé plus de 45 ans en prison. En Argentine, une peine de réclusion à perpétuité correspond à une durée effective de 35 ans d'emprisonnement. Autrement dit, Carlos aurait théoriquement dû être libéré depuis plus de 15 ans. En réalité, il a purgé l'intégralité de sa peine, mais demeure toujours incarcéré, ce qui soulève une question de légalité. La chambre d'appel rejette systématiquement ses demandes de libération, au motif que, malgré la durée purgée,
sa remise en liberté serait incompatible avec l'ordre public. Les autorités, de leur côté, estiment qu'il serait incapable de se réinsérer dans la société après tant d'années de détention. Elles craignent également que sa libération provoque une vive polémique dans l'opinion publique. Par conséquent, personne ne souhaite apposer sa signature sur un document qui autoriserait l'ange de la mort à recouvrer la liberté et à circuler librement dans les rues du pays.